Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Ça y est, on va pouvoir prendre reprendre les choses au sérieux et puis par rapport au Téléthon. Donc je tiens à préciser que les dons récoltés pendant les 30 heures de mobilisation qui ont commencé hier soir serviront notamment à la production des médicaments destinés aux maladies rares. Ça c'est très important de le dire. Et aujourd'hui en Europe, 5000 à 8000 maladies rares différentes touchent ou toucheront 29 millions de personnes. Imaginez, 29 millions de personnes. C'est pour eux qu'a démarré donc hier soir la 27e édition du Téléthon en partenariat avec France Télévisions bien sûr. Et l'événement qui a été créé en 1987 sous l'impulsion de l'association française contre les myopathies qu'on connaît mieux sur le nom de AFM permet chaque année de réunir des fonds pour lutter contre les maladies rares. À partir d'hier soir, donc depuis hier soir même, 30 heures de direct ont été prévues tout le week-end, donc ça va finir ce soir. La nouveauté donc cette année consiste en un site internet qui permet pour la première fois au public de faire des dons en ligne. Une manière d'essayer d'enrayer la baisse de 6% enregistrée en 2012. Oui, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, l'année dernière, le Téléthon, le chiffre du Téléthon a été 6% en baisse par rapport à l'année 2011. Voilà, donc ils essayent un petit peu de numériser le Téléthon afin de pour récolter un peu plus de fonds qu'avant. Ils se disent que de faire des dons en ligne permettrait d'avoir un peu plus que ce soit plus facile pour avoir les dons parce qu'il y en a certains qui n'osent pas faire des dons, tandis qu'en ligne c'est plus simple en fait. C'est comme par exemple les impôts. Maintenant on les fait en ligne, c'est plus simple et plus pratique. Le Téléthon, ils s'y mettent maintenant. En France, je tiens à le préciser aussi, pour aider les malades, l'AFM Téléthon a pu s'investir plus d'1 milliard d'euros dans la recherche depuis la première édition. Voilà ce qui a été dit. Nous soutenons 34 essais contre 26 maladies différentes concernant le sang, le foie, le cerveau, le muscle et bien d'autres. Je vous les citerai tout à l'heure les différentes maladies. Donc a souligné Laurence Thienot-Herman, qui est présidente de l'association AFM Téléthon. Le dernier en date concerne une thérapie génique qui est testée chez les tout petits à l'hôpital Bicêtre, qui est dans la région parisienne, contre la maladie de Sanfilippo. Alors je vais vous dire comment ça s'écrit, SNFILI2PO, donc de Sanfilippo B, rare mais dévastatrice pour le cerveau. Donc je ne sais pas si vous avez connu cette maladie, à la limite j'essaierai de vous le trouver. Ensuite, concernant les dons servent à développer de nouvelles thérapies. Et grâce à vos dons collectés, l'AFM Téléthon a aussi pu créer plusieurs laboratoires de recherche génétique sur les maladies rares, dont le Généton, qui se trouve à Évry, dans la région parisienne, et a obtenu en juin dernier le statut d'établissement pharmaceutique. C'est inédit d'ailleurs pour une association à but non lucratif, parce qu'il autorise le laboratoire à produire des médicaments destinés à être commercialisés. La production de son premier lot destiné à un essai clinique sur une maladie rare, à la vision, la neuropathie aussi optique de Leber, a été lancée en septembre dernier. L'objectif donc tout ça, à l'horizon 2017, donc dans 4 ans, commencer à mettre sur le marché 1 ou 2 médicaments pour des maladies très rares, selon la présidente de l'association, qui promet un prix juste réinvesti entièrement dans la recherche. Le site internet de l'AFM Téléthon, je tiens à vous préciser, c'est www.téléthon.fr. Vous pouvez aussi faire vos dons sur www.téléthon2013.fr et aussi bien sûr le 3637 qui existe depuis des années. Alors, donc déjà les premiers dons et la chanson du parrain que je viens de vous faire écouter qui s'appelle L'Arc-en-Ciel, qui a été enregistrée, donc je sais pas si vous avez reconnu les chanteurs, il y a eu Benabar, il y a eu Kali et il y a une fille qui est dedans, je sais pas si vous avez vu dans les photos, qui est handicapée, voilà, qui a une sacrée voix si vous avez bien écouté. Donc c'est une jeune malade de 20 ans. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Et donc c'est comme je vous ai dit, téléchargeable sur iTunes. Et comme tous les ans, les promesses de dons sont aussi reçues par téléphone au 3637 pour répondre il y a 600 000 appels attendus sur ce week-end. 600 000 appels, j'espère plus, parce que 600 000 c'est une moyenne. Il y a 58 centres de promesses qui ont été mis en place et 46 en métropole, dont 9 en outre-mer et 3 à l'étranger.
soit 2000 lignes téléphoniques au bout desquelles se succèdent plus de 20 000 bénévoles pour réceptionner ces promesses de dons. Donc d'ailleurs, un petit coucou et un petit hommage à tous ces bénévoles qui se mobilisent et qui se donnent à fond pour faire un bon téléthon cette année. Voilà, donc ça c'est pour le téléthon. Justement, je vais faire un petit bilan concernant vos dons, que je vais vous dire à quoi servent vos dons. Alors d'abord, comment faire un don ? Faire un don en ligne par carte bancaire, parce que vous pouvez faire des dons en ligne par carte bancaire pour ceux qui ont des cartes bancaires, bien sûr. C'est 1 € de plus pour la recherche. Pour ceux qui ne savaient pas, chaque don par carte bancaire, il y a 1 € de plus. C'est-à-dire que vous donnez par exemple 100 €, il y aura 1 € de plus versé au Téléthon si vous allez par carte bancaire. Donc les dons en ligne par carte bancaire. Le don en ligne sur le site AFM Téléthon ne nécessite ni traitement ni acheminement des promesses de dons. Il permet donc de réduire les frais de collecte. Et ainsi, l'AFM économise 1 € par don, autant d'argent de plus pour financer la recherche. Et c'est bon, et il y a aussi quelque chose qui est bon à savoir, c'est que les dons effectués par carte bancaire sur le site sont 100% sécurisés. Parce qu'il y en a certains qui ont des doutes et qui ont peur par Internet. Rassurez-vous, c'est 100% sécurisé, vous ne risquez rien. Et ainsi aussi, toutes les données bancaires que vous entrez sur le site sont sécurisées et sont confidentielles. Ça, c'est très important à le dire. Ensuite, concernant les dons en ligne par chèque, si vous souhaitez si vous ne souhaitez pas justement utiliser votre carte bancaire, vous avez donc le moyen de faire par chéquier. Il vous suffit pour cela de remplir un formulaire de don, puis de faire parvenir votre chèque à l'ordre de l'AFM Téléthon. Je vais vous donner l'adresse exacte. C'est AFM Téléthon Internaute, boîte postale 83 637, 16 954, Angoulême, CEDEX 9. Je répète, AFM Téléthon Internaute, boîte postale 83 637, 16 954, Angoulême, CEDEX 9. Troisième possibilité, vous pouvez faire des dons aussi par PayPal. Qu'est-ce que PayPal ? C'est un autre moyen de faire par carte bancaire sécurisé. C'est encore plus sécurisé par PayPal d'ailleurs. C'est 2 fois plus sécurisé. Et ça permet notamment de payer directement en ligne sur des milliers de sites sans avoir à redonner vos coordonnées bancaires à chaque fois. Si vous disposez d'un compte PayPal, on ne sait jamais, vous utilisez ce compte pour faire votre don en ligne auprès de l'AFM, tout simplement. Autre moyen, vous pouvez faire vos dons en ligne aussi via Byster. C'est un autre site peut-être qui est beaucoup moins connu, mais vous pouvez aussi passer par là. Byster, c'est BUYSTER. Byster, c'est une nouvelle solution de e-paiement lancée par Atos, Orange, SFR et Bouygues. Je sais pas si c'est des dons en fait que vous pouvez faire avec vos opérateurs téléphoniques, c'est-à-dire c'est déduit directement sur vos factures téléphoniques. Ça marche comme ça. Donc depuis votre ordinateur ou votre mobile aussi, vous pouvez faire ce don-là par Byster sur tous les sites partenaires dont AFM Téléthon fait partie. C'est simple. Et vous évitez aussi de ressaisir toutes vos coordonnées à chaque paiement. Et encore mieux, Byster est partenaire du Téléthon depuis 2011. Pour tout don effectué via sa plateforme, il reversera 3 € supplémentaires à AFM. Voilà, je ne sais pas si Byster continue parce que ça date de 2011, mais normalement vous pouvez le faire. Aussi, vous pouvez faire un don en ligne depuis votre téléphone mobile. Et oui, c'est possible, parce que vous pouvez également effectuer toutes ces démarches sur le site internet spécial téléphone mobile. Alors, je vais vous donner l'application, c'est m.téléthon.fr. Vous pouvez aller sur l'application mobile Téléthon tout simplement via votre iPhone, Android, smartphone, tout ce que vous voulez. Allez-y, depuis votre mobile, c'est simple et pratique. Autre point, et bien sûr, le fameux 3637, c'est par téléphone cette fois. Ça a commencé hier soir, ça durera tout le week-end, et vous recevrez donc quelques jours plus tard une enveloppe de l'AFM à retourner avec votre don si vous effectuez un don via le 3637. Je vous quand même par rapport à tout ça, je vous conseille plutôt de le faire en ligne. C'est plus rapide, c'est cash, c'est direct et au moins c'est sécurisé. En plus vous avez une trace sur vos comptes bancaires. Au moins là-dessus c'est fait. Par chèque c'est plus long et en plus vaut mieux faire en ligne direct, ça sera mieux. C'est mon avis personnel. Et enfin, dernière possibilité, et ça vous pouvez faire toute l'année, c'est pas uniquement ce week-end, vous pouvez effectuer à tout moment de l'année, faire un don par courrier directement à l'AFM Téléthon. Pour cela, alors vous envoyez votre don, votre chèque, tout ça à cette adresse, AFM Téléthon, 1 rue de l'International, boîte postale 59 91 002 Évry CEDEX. Précisons aussi un dernier détail, c'est que tous vos dons, chaque don que vous avez reversé, c'est 66% du montant de votre don déductible sur vos revenus. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si vous faites 35 € de don,
Et ben après impôt c'est 11,90 €. Ça veut dire que vous avez donné, vous gagnez. Est-ce que ça sera plus simple de dire comme ça? On va faire comme ça plutôt. Si vous avez fait un don de 100 €. Voilà, c'est que vous gagnez 66 €. Voilà, grâce à vos impôts, vous avez, comme c'est que vous avez reversé que 34 €. Voilà, en gros, c'est ça. Après impôt, bien sûr. À quoi servent à quoi sert donc tous vos dons, tous les dons que vous allez faire? Donc, sur 100 € de dons, 81,4 € de dons, c'est pour les missions sociales. Ensuite, 11,3 € de dons, c'est pour les frais de collecte. Et enfin, 7,3 €, c'est pour les frais de gestion. Voilà, ça c'est très important à le dire. Ça c'était pour les dons. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai tout dit. Si vous avez besoin de questions, tout ça, n'hésitez pas à me le reposer. Si vous avez fait un don, pourquoi vous faites un don, pourquoi il faut faire un don, vous m'appelez au 05 35 004 024. N'hésitez pas à faire vos témoignages ou vos petites réactions par rapport à ça. Pourquoi il faut donner au Téléthon? C'est la libre parole que je vous offre par téléphone aujourd'hui. N'hésitez pas à m'appeler, le téléphone fonctionne bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien écoutez, j'ai fait le tour, mais ce que je vais faire aujourd'hui, le but d'aujourd'hui, c'est vous faire de la prévention, de la sensibilisation, surtout sensibiliser les personnes de pourquoi il faut donner au Téléthon, parce qu'il y en a beaucoup qui doutent. Il y a même pas mal eu de polémiques sur le Téléthon, que je vais quand même en parler tout à l'heure, parce que le Téléthon a beaucoup répondu sur toutes les polémiques de cette année, notamment sur le président de SIDAction. Je vais vous faire pas mal pour vous rassurer que le Téléthon c'est pas une arnaque, c'est loin d'être une arnaque et c'est loin d'être une mobilisation pour vous arnaquer et vous mettre dans l'embarras. Non, le Téléthon c'est vraiment très sérieux. Je vais vous donner tout ce qui s'est passé cette année, les informations, notamment sur la polémique. Je sais pas si vous étiez au courant aussi, il y a un livre qui est sorti hier. À ce sujet-là, j'en parlerai tout à l'heure, et surtout de la sensibilisation par rapport aux maladies. Ça, c'est vraiment le plus important. Pensez aux enfants, parce que ça, c'est pour moi la priorité du Téléthon, c'est ça. C'est par rapport aux maladies rares, par rapport aux enfants qui vivent avec ça. Les enfants n'ont rien demandé, ils n'y sont pour rien, et et c'est quand même grâce à vos dons que la recherche avance. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. S'il n'y a pas de dons, on peut plus faire avancer, et malheureusement, les enfants n'auront pas les soins nécessaires pour faire reculer leur maladie. Et en plus le pire, et ça c'est quelque chose qui me touche, c'est qu'il y a des enfants qui malheureusement n'ont pas la chance de vivre jusqu'à l'âge adulte. Si on donne pas au Téléthon, voilà, ils n'auront pas, peut-être qu'on n'arrivera pas à les faire guérir ou leur prolonger leur vie, parce que soit il y a certaines maladies qui sont guéries, ils ont de les recherches à trouver les médicaments nécessaires pour guérir la maladie, d'autres non, malheureusement. Il y en a certains qui sont incurables, qui sont malheureusement terribles. Il y a plein de maladies qui me viennent en tête, comme la progéria par exemple. Je pense que c'est la maladie du vieillissement. C'est très grave, et c'est toujours pas encore bien détecté par rapport à la recherche. Enfin bref quoi. Ce que je voulais dire, c'est que il y a au niveau du Téléthon, les dons servent à ça. C'est pour faire reculer les maladies. N'oubliez pas que demain ça peut vous arriver. Ça peut vous concerner à tout moment dans votre famille, dans vos entourages. À tout moment ça peut vous concerner. Excusez-moi, c'est l'émotion qui parle. Voilà, ça sert à ça. C'est pas, même 1 €. 1 €, ça paraît ridicule, mais attendez, nous sommes 65 millions de Français. Si on enlève les 20 millions d'adolescents et d'enfants, on est 45 millions d'adultes. Si les 45 millions de personnes donnent 1 €, ça fait 45 millions de dons. C'est extraordinaire. Alors après, l'autre point que je cherche aussi à faire passer comme message, c'est que pour moi le Téléthon, c'est pas une histoire de faire battre un record. Le but n'est pas là. C'est bien si on bat un record, tant mieux pour la recherche, mais le but c'est pas de battre un record, c'est pas de voir un chiffre qui va très très haut. Là nous sommes actuellement, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, à plus de 23 millions de promesses de dons actuellement. Voilà, il faut faire grimper les chiffres, c'est certain, parce que plus on fait grimper les chiffres, et plus on fait avancer les recherches, et plus on arrivera peut-être à faire reculer les maladies. Je sais pas si vous avez vu depuis hier soir, je sais pas si vous avez regardé déjà l'émission du Téléthon depuis hier soir. Le Téléthon de 2013, voilà, c'est une histoire de 5 familles, voilà, que je vais vous raconter.
et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc c'est 5 familles, 5 histoires et 5 combats qui sont différents, qui sont toutes concernées par la maladie et qui sont les ambassadeurs de cette année 2013. Alors, je vais commencer par l'histoire de Sandrine, Annie et Emma. Donc, c'est l'une des familles ambassadrices du Téléthon. Sandrine élève seule ses 2 filles de 6 et 4 ans. L'aînée qui s'appelle Emma est atteinte d'une maladie qui s'appelle la laminopathie. Et dans son combat, Sandrine peut compter sur Annie, sa grand-mère. Donc Sandrine élève seule au quotidien ses 2 filles de 6 et 4 ans. Et donc Sandrine qui peut compter sur Annie, la maman du papa de ses filles. Alors voilà ce qui a été dit. Nous avons chacune notre façon de gérer la maladie, Annie, ma maman et moi-même, mais je peux compter sur elle au pluriel, à chaque instant. Alors, il y a une petite interview. Donc Sandrine, votre vie a basculé en quelques mois. Ça, c'est une question. Sandrine a répondu, oui, j'ai assumé d'un seul coup la séparation avec le papa de mes filles et la maladie d'Emma. C'est terrible, hein. Quels étaient donc les signes annonciateurs de la maladie d'Emma? Et Sandrine répond, à 12 mois, elle ne marchait pas, ne tenait pas sa tête et avait le dos très creux. Je la posais sur le ventre, elle n'arrivait pas à relever sa tête, je l'appelais ma petite poupée en chiffon. Donc voilà pour la prochaine question, c'est quel souvenir gardez-vous du jour du diagnostic? Sandrine répond, Emma est dans la chambre, avec moi, son papa et ma belle-mère. La neurologue nous annonce le nom de sa maladie qui s'appelle la laminopathie. On n'a jamais entendu ce nom. Le neurologue nous apprend qu'il n'y a que 20 cas en France, c'est très très peu, 20 cas, c'est un tout nouveau cas, enfin, qui sont tous différents par contre. Et la seule chose sûre est qu'à partir de 10 ans, Emma risque d'avoir des problèmes cardiaques. Voilà. Donc ça, c'est un autre, c'est terrible à entendre. C'est une enfant qu'on parle. Oui, c'est l'émotion qui parle. Quand on parle d'un enfant, forcément, ça me touche. Quelqu'un qui a un enfant de 10 ans qui risque d'avoir des soucis cardiaques, ça touche quand même, hein. Et donc la réaction de Sandrine, la maman, elle réagit tout simplement que c'est la douche froide, mais aussi un soulagement, parce qu'ils ont le nom de la maladie. Et ce nom sera le nôtre pendant très longtemps. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps? En tant que parent, elle a fait un test génétique pour savoir qui était porteur du gène et aucun des parents ne l'a. Et on dit que c'était la fatalité, que ça n'aura jamais dû arriver. Parce que le problème, c'est que je tiens à vous le répéter, que demain, ça peut vous arriver. C'est ce que je tiens à vous dire depuis le début. Demain, ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment de votre vie, ça peut vous tomber dessus. Et c'est pour ça que ça ne concerne pas uniquement ceux qui le vivent. Et le mois d'après, donc, toujours dans l'histoire de Sandrine, elle a du mal à s'en remettre. La phrase du médecin résonne dans sa tête. Voilà ce qui a été dit. Après 10 ans, Emma risque d'avoir des problèmes cardiaques. Voilà ce que le médecin a dit à Sandrine. Et puis, il y a des questions. Pourquoi nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma fille? C'est vrai que pourquoi ça arrive à nous? C'est la question qu'on se pose tous. Et à ce moment-là, elle est la seule à Reims, parce qu'elle habite à Reims avec ses 2 filles. Elle dit qu'elle est revenue à Reims où elle a grandi avec ses 2 amis. Et systématiquement, elle refuse les invitations qui se sont adressées en répondant qu'Emma aime se coucher tôt. Elle a peur d'ailleurs, c'est toujours Sandrine la maman, elle a peur des jugements des autres, de leur pitié. Et aussi, elle ne veut pas de la pitié. Pourquoi on ne veut pas de la pitié? Tout simplement parce que ça n'aide pas les gens. Ça c'est clair, il faut bien le faire comprendre. Pas de pitié, c'est pas du tout ce qu'on demande. Du soutien, oui, mais si c'est pour de la pitié, ça ne sert à rien. Et comment Emma vit avec cette maladie? Tout simplement, pour l'instant, Emma, elle marche encore. Elle pèse aujourd'hui 11,5 kg et porte un corset d'1,5 kg. Elle a été opérée 2 fois des pieds, 1 fois de la hanche, et elle continue de marcher. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle marche. Mais, voilà, quoi, c'est quand même dur à encaisser quand même. Et donc, quelle est la relation avec Annie? Donc, Annie a toujours été là. C'est ça, en fait, c'est sa belle-mère, hein, Annie. Donc, elle a dit, tu seras toujours la mère de mes petites filles. Elle m'a dit. Annie a besoin de savoir si je vais bien, sinon elle est là. Ça c'est Sandrine qui dit ça. J'ai toujours ressenti cela avec Annie et ma maman. Elles ne me lâcheront pas. Chacune a son caractère, sa manière d'envisager la maladie. Ma maman va prendre du recul jusqu'à parfois se valayer la face. Annie, elle, veut savoir et n'a pas peur de se faire mal. Donc un grand hommage à la belle-mère qui est en fait la mère du papa. Donc à quoi ressemblent vos matins? À quoi ressemblent les matins de Sandrine, la maman? Il faut 20 bonnes minutes pour habiller Emma.
Pour enfiler un t-shirt, ça prend du temps parce que ses poignets commencent à se rétracter. Et pour les chaussures, c'est très difficile. Les orteils se rétractent aussi et il faut entrer le doigt à l'intérieur de sa chaussure pour bien mettre à plat les orteils. Et les nuits, comment ça se passe-t-il ? Eh ben, ça commence par le rituel des attelles, pour éviter la rétractation des pieds et des poignets. Et Emma fait de grandes angoisses de nuit. Elle sait qu'elle ne peut pas se lever toute seule du lit et elle craint que la maman ne puisse pas l'entendre si la maman dort, quoi. C'est-à-dire que la maman a peur de pas entendre sa fille si elle dort, tout simplement. Donc en plus les nuits c'est terrible pour elle parce qu'elle a du mal à dormir, c'est encore plus terrible. Et ben d'où vient la force de la maman et son espoir ? Ben en fait ce sont ces deux filles tout simplement qui lui donnent encore cette force de se lever le matin. Elle n'a pas le droit de baisser les bras. Sandrine ne se voit pas baisser les bras, elle va jusqu'au bout de son combat, et tout simplement parce que ses filles ont besoin d'elle, de leur maman, et vice versa, la maman a besoin de ses filles. Alors, et que dirait donc Sandrine à la maladie si elle était en face de vous ? Elle répond qu'elle dégage, tout simplement qu'elle lâche ma fille, cette maladie l'empoisonne, Emma est emprisonnée dans son corps, plus qu'une ennemie, c'est un poison, ça nous bouffe de l'énergie, ça bouffe notre morale, ça bouffe la liberté d'Emma. Voilà ce que dit la maman au sujet de la maladie, si elle voyait la maladie en face, tout simplement. Ça c'était la première histoire. En passage, je vais vous faire un petit parce que vous savez qu'aussi sur internet il y a eu 5 clips je sais pas si vous avez connu. Ça s'appelle, il y a une web série tout simplement qui est diffusée sur internet qui s'appelle 5. Je vais vous passer l'épisode 1 qui concerne le jour, le titre c'est le jour où j'ai appris la maladie de mon enfant tout simplement. Allez, je vous passe ça et on continue. C'est gros silence dans la chambre. Et là, la question, c'est comment va évoluer la maladie ? Là, c'est la question qui est tombée. La première question, ça a été comment va évoluer cette maladie ? Tout le monde a craqué. On était 3 adultes dans la pièce et on a craqué tous les 3. Je suis sonnée. Je m'attendais pas à ça. Je suis sonnée. Je suis secouée. Vraiment secouée. Ça nous a fait vraiment un grand choc. Parce qu'on s'est dit tout d'un coup la vie serait pas pareille et Thibaut aurait forcément à lutter beaucoup plus que les autres pour faire son chemin, faire sa vie, qui serait confronté à beaucoup de difficultés. Tout ça arrive d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire que il aura forcément beaucoup plus à faire que les autres pour arriver au même point. Et ça arrive d'un seul coup. On a discuté très rapidement des moyens de recherche avec le médecin. Ma réaction, c'est de la colère. Une très grosse colère. Contre qui, contre quoi, je sais pas. Mais puis tout qui s'effondre forcément. Oui, forcément. Là, j'étais abasourdie et puis la colère est montée d'un seul coup et quand j'ai raccroché, j'ai jeté le téléphone de colère contre le mur. Quand on nous a dit le nom de la maladie, c'était un nom, on savait contre quoi on se battait, mais je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à quel point c'était grave. Et là, on se pose des questions, on se dit pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Pourquoi ma fille ? On essaye d'évaluer un petit peu l'ensemble des problèmes qui vont nous tomber sur la tête un jour ou l'autre, et on est loin du compte, quoi, parce qu'on peut pas les imaginer, on peut pas les envisager. Et la seule chose qui me trotte dans la tête, c'est la phrase du docteur qui me dit qu'après 10 ans, Emma risque d'avoir des problèmes cardiaques. Et là, ça résonne dans ma tête tous les jours. Tous les jours. Quand j'ai appris la maladie de Gwen, j'avais 30 ans. Un âge où on ne s'attend pas à ce genre de nouvelles. Quand on conçoit un enfant, c'est pour être heureux, pour l'amener au plus haut. Donc c'est vrai que sur le coup, ça fait mal.
Donc j'ai appris que Lucas était malade, j'avais 27 ans et mon mari 32. Et on allait bien, notre maison, on construit notre petite famille, tout va bien. Puis d'un coup, il y a tout qui s'effondre et puis ça arrive pas qu'aux autres, quoi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Thibaut est en permanence, et 24 heures sur 24, sous contrainte mécanique d'un corset ou d'attelle, où il y a toujours des morceaux de plastique autour de lui. En fait, on n'a jamais eu une vie normale, on n'a pas une vie normale et on n'aura jamais une vie normale. Allez, on passe à la deuxième histoire donc des ambassadeurs de cette année 2013. Donc maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Luc, Vanessa et Thibaut. Donc c'est toujours l'une des familles ambassadrices de ce Téléthon de cette année. Luc et Vanessa se battent depuis 3 ans contre l'amyotrophie spinale qui paralyse la vie de leur fils Thibaut qui a 5 ans. Donc voilà ce qui est je vais vous dire une petite citation. C'est un petit garçon heureux de vivre, joyeux, en mouvement intellectuel permanent et ça nous motive à chaque minute. On ne se pose pas la question de savoir si cette situation est difficile à vivre. On est tous les 3 un petit peu atteints par la maladie et on essaie de lutter ensemble. Donc Luc qui est le papa, quel souvenir garde-t-il de l'annonce du diagnostic? Alors Luc répond que le jour où il a appris, ainsi qu'avec la maman, où ils ont appris l'amyotrophie spinale de leur fils, Thibaut, une maladie évolutive et dégénérative qui touche l'ensemble de ses muscles, on est tombé de l'armoire. Ils sont tombés de l'armoire. Ils ne connaissaient rien de cette maladie. Et ils se disaient que la vie ne serait pas plus pareille et que Thibaut devrait lutter beaucoup plus que les autres pour faire sa vie. Alors comment les parents combattent la maladie? Eh ben, en fait, ils avancent petit à petit et ils traitent les problèmes les uns après les autres. Ils essayent de mettre en place une organisation pour permettre à Thibaut d'avoir la même vie qu'un petit garçon de son âge. Est-ce que la vie pour eux est différente? Eh ben, pour les parents, c'est vrai, parce que Thibaut n'a jamais marché. Il est en fauteuil roulant. Et la journée, il porte un corset destiné à soutenir sa musculature et sa colonne vertébrale. La nuit, il quitte son corset pour porter ses attelles qui maintiennent ses jambes. Thibaut vit sous contrainte mécanique, 24 heures sur 24, et il y a toujours des morceaux de plastique autour de lui. Le soir, Thibaut est rarement couché avant 21h30, voire 22h, car les soins car il y a des soins comme la kinésithérapie, la verticalisation et l'insufflateur qui requièrent quand même 3 à 4 heures par jour. Hein. Est-ce que certaines nuits sont plus difficiles? Bien sûr que oui, pour les parents forcément, parce que surtout d'ailleurs les nuits d'hiver, et précise, parce que les périodes d'hiver humides et froides sont très redoutables. Les encombrements pulmonaires arrivent très vite et la nuit de Thibaut devient alors très agitée. Une nuit agitée pour Thibaut, c'est une nuit blanche pour les parents, donc pour Luc et pour Vanessa. Ensuite, est-ce que Thibaut va-t-il à l'école? Oui, il va à l'école. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Il est quand même en 3e année de maternelle et c'est une vraie réussite. Thibaut a plein de copains. Ça, c'est aussi bon à savoir. Est-ce qu'il y a un signe qui ne trompe pas? Il y a un signe qui ne trompe pas. On parle de leur réfrigérateur. Pourquoi? Parce qu'il est recouvert d'invitations à des anniversaires. Vanessa prend la parole. Ces invitations sont un pied de nez à la maladie. Et en maternelle, un petit garçon nous a donné une enveloppe contenant une invitation. Cet enfant ne peut pas imaginer à quel point cela était émouvant pour nous et pour Thibaut. Ça voulait dire que Thibaut était comme les autres. Déjà, donc il était pas rejeté par les autres enfants. Et depuis ce jour, on accroche toutes ces cartes. Et notre frigo est trop petit. Voilà, tout simplement. Donc c'est très émouvant comme histoire. Et pour mener cette vie la plus normale possible, est-ce qu'ils vivent une vie normale? Alors effectivement, pour les parents, il n'y a aucune place à l'improvisation, tout doit être prévu à l'avance, tout doit être organisé. Et pour aller à l'école, il faut pour les parents partir tôt, pour être certain de trouver une place où ils peuvent s'arrêter pour descendre le fauteuil de Thibaut, tout simplement. Et est-ce que faciliter la vie de Thibaut est devenu une obsession? Malheureusement pour les parents, oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont créé un fauteuil roulant électrique adapté pour lui permettre d'aller sur le sable et au bord de l'eau, comme n'importe quel autre petit garçon. Cette maladie impose d'être créatif et inventif. Luc le papa, est-ce qu'il arrive à préserver des moments à deux avec sa femme Vanessa? Partir tous les deux en week-end, non.
Voilà, donc les parents n'ont pas encore cette chance de partir en week-end. Ils n'ont pas encore réussi à le faire. Et passer une soirée ensemble en couple, entre amoureux, c'était l'ancien mode, c'était avant. Malheureusement, donc ils n'ont pas vraiment de vie de couple. Ils vivent tous sous contrainte permanente. Thibaut qui est emprisonné par son corset ou ses attelles et avec les parents qui sont confrontés aux contraintes liées à l'accessibilité et aux difficultés administratives pour constituer des dossiers. Qu'est-ce qui fait espérer donc les parents, donc Luc et Vanessa? Pour lui, les progrès de la recherche au cours des dernières années avec des résultats exponentiels, tout cela finira bien par aboutir. Et pour Vanessa, le Téléthon, c'est l'espoir. Le Téléthon, pour elle, c'est l'espoir qu'il y a. Ça nous fait tenir toute l'année. Lorsque Thibaut a rencontré des équipes de l'AFM, la première question qui leur a été posée a été: est-ce que les médecins auront assez de sous pour me faire marcher? Ça, c'est la question de imaginez la première question. C'est terrible hein, quand même. Est-ce que le Téléthon va réussir à faire marcher Thibaut? Voilà, comme quoi vous savez que le Téléthon sert à quelque chose. C'est pour ça que le 3637 sert à quelque chose, que vos dons servent à quelque chose. Je répète ce qu'il faut faire: 3637, téléthon.fr, téléthon2013.fr aussi. Les dons sont aussi là-dessus, par chèque, par carte bancaire, par les dons en ligne. N'hésitez pas. 1 €, 2 €, peu importe, c'est le geste qui compte. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je vais donc vous passer le deuxième épisode de la web série qui s'appelle 5, qui est diffusée sur internet. Là, c'est le combat contre la maladie. Je vous dis à tout de suite. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Thibaut est en permanence, et 24 heures sur 24, sous contrainte mécanique d'un corset ou d'attelle, où il y a toujours des morceaux de plastique autour de lui. Il y a peu de temps, on a évalué sa capacité en fait de résistance. Et Gwenaëlle ne peut pas faire plus de 12 à 15 heures d'activité par semaine. Et quand je dis 12 à 15 heures d'activité, c'est tout compris. Regarder la télé, lire un livre, tout compris. Elle a un corset très lourd, Emma elle porte un corset très lourd pour lui maintenir sa tête. Et la preuve que voilà, c'est de volonté, elle adore marcher. Elle a été opérée 2 fois des pieds, 1 fois de la hanche, et elle continue la marche. À l'extérieur, ça se voit pas, sa maladie. Tout se passe à l'intérieur. Donc, évidemment, il fallait expliquer, puisque dès l'âge de 28 mois, il a été transfusé, enfin, 30 mois, il a été transfusé. Donc, il allait en classe, la maternelle, et il montrait à ses copains: tiens, tu as vu, là, on m'a mis une aiguille. Et déjà, si petit, il expliquait ce qu'on lui faisait. On n'a aucune compétence médicale particulière, mais on apprend vite et puis on sait très rapidement de quelle façon gérer telle ou telle situation. Il a son suivi. J'espère que ça se verra quand il aura un contrôle. Mais on ne me garantit pas que dans 2 mois, peut-être que Lucas aura des problèmes cardiaques. On ne me le garantit pas. Dans un coin de ma tête, je surveille Lucas comme le lait sur le feu. J'ai très peur. Gwenaëlle, normalement, si tout va bien, devrait pouvoir avoir une vie comme tout le monde au niveau de son espérance de vie, mais on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quel organe peut lâcher. Ça, on le sait. On se dit, il faut se battre, faut combattre. C'est vrai, nous aussi, ça nous a donné vraiment un coup, on était complètement abattus, complètement... Puis après on a dit, il faut remonter la pente, il faut vivre, il faut profiter le plus possible, il faut être avec elle, il faut l'aider. Je vis le combat au jour le jour, tout simplement. J'ai arrêté de me poser des questions. J'ai arrêté de me dire pourquoi, parce que j'ai jamais eu de réponse, je n'en aurai jamais. On s'adapte à Emma, tous les jours. Je me rappelle d'une phrase de Gwenaëlle quand elle était petite qui m'a toujours dit: de toute façon, la maladie, je la laisserai pas gagner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait touchée parce qu'elle m'avait dit: de toute façon, la maladie, moi, je lui balance un poing à travers la figure. La maladie a changé forcément beaucoup de choses parce que on voit plus la vie pareil, déjà. Les bons moments, on les prend quand il faut. J'ai l'impression qu'avant, on vivait pas. C'est fou de dire ça, mais oui, c'est...
Maintenant, dès qu'on peut profiter, on en profite. En fait, on n'a jamais eu une vie normale, on n'a pas une vie normale et on n'aura jamais une vie normale. On le sait. Donc on avance avec ça. On est un petit peu tous les trois atteints par la maladie et on essaye de lutter ensemble. Les filles de son âge, on les voit passer dans la rue, entre copines, se balader seules, mercredi après-midi. C'est quelque chose que Gwen, elle peut pas faire. Passer une soirée, non, ça c'était l'ancien monde, quoi, c'était avant. J'ai oublié de vous en parler que quand même que les handicapés sont quand même des gens comme tout le monde, que ce soit notamment les enfants quand même, que c'est quand même grave de se moquer, de pointer du doigt à des malades, à ceux qui sont sur le fauteuil roulant, qui sont malades, qui ont des maladies génétiques. Je trouve ça dégueulasse quand je vois des gens dans la rue qui pointent le doigt, qui se moquent. Je suis désolé, mais ça me fait grincer les dents. Moi, je me dis que comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver à n'importe qui demain. Voilà, quand je dis que ça peut arriver à n'importe qui, je ne dis pas que demain vous allez devenir handicapé, mais vous pouvez avoir un de vos proches ou même directement vous avoir un enfant plus tard qui peut être handicapé et que ça vous concernera d'un coup et sans vous y attendre. C'est vrai que pourquoi moi, c'est la fatalité, mais voilà, mais c'est pas une raison de se moquer des gens, c'est pas une raison de comment vous dire ça, de pointer du doigt les gens des handicaps. Bon, c'est un combat que je mène depuis des années sur le handicap. J'en ai parlé beaucoup de fois dans les précédentes émissions Equality et je le répète encore aujourd'hui. Voilà. Le Téléthon, c'est une chaîne de solidarité, d'humanité. J'espère que beaucoup de monde font voilà, et surtout pas de la pitié. Si vous allez par exemple dans les mobilisations en extérieur, je pense à Bordeaux, je crois que cet après-midi j'ai entendu un petit concert au Quinconce. Il y a eu des tam-tams, tout ça. Voilà, ça c'est des petits moments conviviaux, des moments de solidarité que tout le monde devrait faire. Ça manque aujourd'hui de solidarité. Pourquoi attendre le Téléthon pour qu'on soit solidaire? Pour moi, la solidarité, tout ça, ça devrait exister tous les jours, pas uniquement les 2 jours du Téléthon. Je trouve ça tellement dommage de faire ça uniquement au Téléthon, qu'on attende le Téléthon pour être solidaire, alors que finalement on pourrait faire ça tous les jours. Cette année, malheureusement 2013, j'ai remarqué que les gens, il y a eu un changement de comportement sur certaines personnes avec les crises, avec la crise économique, avec pas mal de points, le chômage, tout ça. Maintenant, je me dis que je suis désolé. Voilà, et pourquoi attendre des moments comme aujourd'hui de Téléthon pour qu'on soit solidaire? C'est tellement dommage, c'est triste. Bon, c'est vrai que c'est facile de demander aux gens de faire des dons alors que dans 15 jours c'est Noël. D'accord, c'est vrai que le Téléthon tombe tout le temps au mauvais moment parce que ça tombe toujours le premier week-end de décembre. Je pense qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop que ça se passe en décembre. C'est comme ça et puis c'est tout. C'est comme le site d'action, c'est en avril. Voilà, c'est le hasard, c'est comme ça. On va pas non plus faire de polémique là-dessus. Bref. Alors, je vais continuer donc l'histoire du Téléthon. Je vais donc continuer sur l'histoire des familles ambassadrices de ce Téléthon. Je vous rappelle qu'il y a 5 familles cette année. J'en ai fait 2, là il n'en manque que 3. Je vais donc vous raconter l'histoire de la 3e famille, c'est-à-dire Vanessa et Lucas. Vanessa, c'est la maman de Lucas qui a 6 ans. Lucas est atteint de dystrophie musculaire d'Emery-Dreyfus. Dans sa famille, il n'est pas le seul à combattre la maladie. 7 autres membres en sont affectés. Alors parfois Lucas pète le feu, il y a des jours où on oublie la maladie, où la maman oublie la maladie, puis il y a des jours où il a de grosses douleurs, tout simplement. Quand Vanessa le voit heureux et battant, ça donne l'envie de se battre. C'est la recherche qui donne espoir à Vanessa, énormément d'ailleurs, et ils se battent, et ils vont se battre quoi qu'il en soit, et ils pensent qu'ils vont y arriver jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que la maladie de Lucas? Lucas a une maladie neuromusculaire qui s'appelle la myopathie d'Emery-Dreyfus. C'est une myopathie rare à évolution lente. Les problèmes sérieux apparaissent généralement à partir de 15 ans et souvent des problèmes cardiaques. Ça fait quand même deux histoires auxquelles on parle de problèmes cardiaques quand même. Hein. Alors comment Vanessa a découvert ça, a découvert la maladie de son fils? Parce qu'en fait Lucas a commencé à faire ses premiers pas à 16 mois. Et le jour où il s'est mis debout, Vanessa a trouvé qu'il ne marchait pas
comme les autres enfants. Et finalement, tout a basculé le jour où son cousin, le cousin maternel de Vanessa, a fait une syncope à son travail. Il avait donc 25 ans. Ils ont fait des recherches et après 18 mois d'examen, ils ont découvert que Lucas est atteint d'une myopathie. Alors, enfant ou adolescent, son cousin maternel vivait comme tout le monde, mais il était souvent fatigué. On disait de lui d'ailleurs qu'il est toujours en train de se plaindre. Il est fainéant et pourtant en réalité il devait avoir des petits signes de sa maladie. Et après ce diagnostic, Vanessa est allée farfouiller sur internet et elle a vu la photo d'un petit garçon myopathe. Elle a trouvé que son corps ressemblait beaucoup à celui de son fils Lucas, qui venait d'avoir 3 ans. Alors Vanessa a téléphoné tout simplement à l'hôpital de la Timone à Marseille pour qu'il y ait des tests tout simplement, et en priorité on a testé la mère de Vanessa, donc la grand-mère, et ils ont attendu les résultats pendant 8 mois quand même, et pour Vanessa c'est une éternité, c'est quand même énorme. Moi je trouve ça quand même un petit peu long à mon sens quand même, et là ils ont appris que la mère de Vanessa était porteuse et transmettrice de cette myopathie rare. Alors, myopathie rare, et pourtant 7 autres membres de sa famille en sont affectés. Alors oui, parce que ils sont 8 personnes concernées. Il y a les 2 oncles de Vanessa, son cousin, sa mère, sa tante, sa cousine, et maintenant Lucas, et bien sûr elle-même. Elle est quand même affectée, parce qu'il y a un lien direct avec la mère tout simplement, et bien forcément, Vanessa est aussi concernée par la maladie. Donc ils sont une des plus importantes familles touchées par cette forme de myopathie, et pour sa plus jeune sœur et sa fille, il faut attendre encore quand même quelques années pour faire un test. Parce qu'il y a encore d'autres membres de la famille qui n'ont pas encore fait un test, il faut qu'ils attendent encore un petit peu. Alors, quelle a été la réaction de Vanessa lorsqu'elle a appris la myopathie de Lucas ? Alors, elle a été très en colère, tout simplement. Contre qui, contre quoi, elle ne sait pas, et tout s'effondrait autour d'elle. Elle avait 27 ans, et son mari en avait 32. Tout allait bien pour eux. Ils construisaient leur maison et leur petite famille, et là, tout d'un coup, tout s'effondre quand ils ont appris la maladie de Lucas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, tout simplement. Et au quotidien, quels sont les problèmes auxquels est confronté Lucas ? Alors, il y a des jours où Lucas pète le feu, des jours où tout va bien, des jours où ils oublient la maladie. Et puis, il y a des matins où Lucas a des grosses douleurs. Il marche légèrement sur la pointe des pieds et pour corriger cela, il porte des orthèses. Quand il ne l'a pas, il tombe énormément. Alors après, Vanessa surveille son fils Lucas comme le lait sur le feu. Elle a très très peur de ce qui peut arriver à son fils. Et Lucas commence à se rendre compte qu'il a de plus en plus de difficultés par rapport à d'autres enfants. Et il a des séances de kinésithérapie. Pour eux, ça sera pour la vie. C'est quand même énorme, c'est quand même impressionnant. Alors aujourd'hui, quel est l'état d'esprit face à la maladie ? Donc en fait, Vanessa ne peut pas admettre que son fils aura sans doute des problèmes cardiaques et des difficultés pour marcher. Lucas ne voit plus la vie de la même façon, y compris la maman, et donc tout le monde ne voit plus la vie de la même façon. Et les beaux moments, ils les prennent quand ils viennent, tout simplement. Vanessa a l'impression aussi qu'avant on ne vivait pas, et maintenant qu'on peut en profiter, on en profite, tout simplement. Alors qu'est-ce qui donne envie qu'est-ce qui donne envie à Vanessa de se battre ? Tout simplement grâce à la FM Téléthon, parce que ça leur donne espoir de trouver un médicament. Forcément, ça donne envie de se battre, d'avancer et d'y croire, grâce au Téléthon. À la différence de son cousin qui a découvert subitement sa maladie à 25 ans, ils peuvent maintenant préparer l'avenir de Lucas. Ils peuvent aussi se battre pour lui donner un métier. Voilà, donc ça veut dire que plus tôt ils ciblent la maladie, plus tard ils peuvent prétendre l'avenir de Lucas. Tout simplement, c'est ça leur but. Alors comment imaginer la vie de Lucas dans 20 ans ? Vanessa l'imagine comme elle aimerait le voir, c'est-à-dire que dans 20 ans, elle voudrait le voir travailler, elle voudrait voudrait que son fils ait des enfants, qu'il puisse avoir des enfants, et voudrait le voir tout simplement heureux et battant. C'est la recherche qui donne de l'espoir énormément, et elle voit que par ça. Ils sont sans cesse en train de se battre constamment, et elle pense qu'ils vont y arriver jusqu'au bout. Elle a beaucoup d'espoir. Elle fonde de ses espoirs de toute façon sur le Téléthon. C'est grâce au Téléthon que la vie de son fils en dépend, tout simplement. On va passer à la 3e web-série. Je vais vous passer le 3e épisode de la web-série 5 du Téléthon, qui s'appelle La vie quotidienne. Je vous dis à tout de suite pour vous raconter la 4e histoire.
vrai que cette maladie impose d'être créatif, inventif, de s'adapter en permanence aux événements, à ce qui nous arrive. Il ne peut pas courir comme tous les enfants. Forcément, oui, il va courir. Il va courir, mais il va tomber. Gwenaëlle a un régime cétogène, c'est-à-dire qu'elle n'a droit à aucun sucre rapide. Pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de soda, tout ce que les enfants aiment à cet âge-là. Et elle doit par contre avoir énormément un apport calorique en lipides. Donc elle doit manger très très gras. Donc beaucoup de mayonnaise, d'huile, de beurre à rajouter dans son assiette et tout est pesé. Par exemple, le petit déjeuner de Gwenaëlle, c'est un café décaféiné avec juste une demi-tasse de lait et beaucoup d'huile dans son café. Plus des cacahuètes. Voilà, ça c'est le petit déjeuner de Gwenaëlle. En fait, la thalassémie, c'est un défaut d'hémoglobine. C'est des globules rouges en très petite quantité et en mauvaise qualité. Donc, on est tenu de lui apporter du sang, de lui faire des transfusions assez régulièrement. Ces transfusions apportent de la ferritine et donc provoquent dans son organisme de l'hyperferritine. Le problème de la ferritine, de l'hyperferritine, c'est qu'elle attaque les organes vitaux. Voilà, elle peut détruire les organes vitaux. Enfin, c'est un petit garçon, il est tout petit, il ne comprend pas pourquoi on lui met une aiguille dans le bras. À ce moment-là, on a de la peine à lui expliquer, puisqu'il est petit, bon, ça lui fait mal, il a peur, mais il est tellement fatigué qu'au bout d'un moment, il lâche un peu prise, parce qu'il en a besoin de cet apport sanguin, puisqu'il est en anémie complète. Au quotidien, on va dire qu'il y a des jours où tout va bien, on oublie la maladie. Oui, on l'oublie, on apprend à vivre avec, on va dire. Et puis il y a des jours où Lucas forcément a des douleurs, donc je le masse. Je le masse beaucoup, je le mène pas encore chez la kiné, pour pas trop médicaliser, parce que la kiné il en aura pour toute sa vie. Donc pour le moment c'est moi qui le masse. Avant l'école, après l'école, il y a tout un tas de manipulations à réaliser pour assurer des soins. Il y a de la kiné pratiquement tous les jours, il y a de la verticalisation pratiquement tous les jours, ça prend du temps. Il y a de l'insufflateur pour faire travailler ses poumons également tous les jours. Donc ça se passe soit avant l'école, soit après l'école. Mais il faut bien le faire à un moment donné, ce qui fait que Thibaut a vraiment une semaine bien remplie. Si on laisse faire Gwenaëlle, elle se sent fatiguée une fois qu'elle se retrouve à l'hôpital. Elle sent pas sa fatigue, ou elle veut pas la sentir. On rentre dans la chambre, donc elle est en pyjama, je longe dans le lit, et là, donc c'est les attelles. Donc là, c'est le rituel. On met les attelles de nuit pour éviter les rétractions des pieds et on met les attelles de poignet. Parce qu'on a fabriqué des attelles de poignet pour garder sa main beaucoup plus comme ça pour éviter les rétractions. Mais on a eu une grosse période où il y a eu aussi le masque de nuit, la VNI, où là ça a été très compliqué. Pour respirer, Emma, comme elle faisait beaucoup d'apnée nocturne, on lui a mis un masque pour lui envoyer de l'oxygène, si vous voulez. Ça s'appelle une ventilation non invasive et qu'elle ne supportait pas du tout. Il a des nuits parfois un petit peu perturbées pour deux raisons principales. La première, c'est que comme il est immobile, il faut de temps en temps le tourner ou le changer de place, puisqu'il ne peut pas le faire forcément tout seul. Et une nuit agitée, on va dire que c'est une nuit blanche. En petite section de maternelle, un jour on a une belle surprise. Un petit garçon est arrivé avec une enveloppe et dedans il y avait une carte d'invitation pour un anniversaire. Et c'est vrai que cet enfant ne pouvait même pas imaginer à quel point ça pouvait être émouvant pour nous. Pour nous et pour Thibaut. Parce qu'en fait ça voulait dire quelque part qu'il était comme les autres. Et donc, c'est vrai que depuis, on a décidé qu'à chaque fois que Thibaut serait invité à un anniversaire, on accrocherait ses cartes. Les filles de son âge, on les voit passer dans la rue, entre copines, se balader seules, mercredi après-midi. C'est quelque chose que Gwen ne peut pas faire.
Elle pourrait, mais c'est tellement compliqué de l'amener, je pense, avec elle, avec son fauteuil. Il y a des passages qu'elle peut pas passer. Enfin, voilà, c'est à chaque fois, c'est tellement compliqué que qu'elle y va pas. Passer une soirée, non, ça c'était l'ancien monde, quoi. C'était avant. Avant, effectivement, on pouvait, nous arrivait très fréquemment d'aller, comme n'importe qui d'ailleurs, sortir au restaurant, un théâtre, un cinéma, pourquoi pas. Non, aujourd'hui c'est plus possible. Et on l'a jamais fait d'ailleurs. On peut pas faire ça. Pour moi, la thérapie génique va guérir mon fils. On se bat. Et on va se battre et je pense qu'on y arrive. Voilà, c'était donc le 3e épisode de la web-série. Donc on va continuer l'histoire des ambassadeurs de ce Téléthon 2013. Je vais donc passer à la 4e histoire. Si je trouve, parce que je trouve plus finalement. Alors donc je sais pas si vous avez entendu l'histoire au quotidien de ces personnes. Ce que vous entendez là d'ailleurs au passage de la web-série, justement les ambassadeurs de ce Téléthon, toutes les histoires que je suis en train de vous raconter, on est en train de vous les entendez justement en audio pour les petits messages que je vous ai. C'est eux-mêmes justement qui témoignent. Je voulais vous les faire passer en audio aussi pour vous sensibiliser encore plus. C'est pour ça que j'y tenais. On va passer donc à la 4e histoire, 4e famille, 4e ambassadeur de ce Téléthon 2013. Alors je vais vous les trouver si je peux y arriver parce que ça demande un petit peu de temps. Voilà, donc c'est l'histoire d'Emmanuel et Gwenaël cette fois. Alors Emmanuel est la mère de Gwenaël qui a 14 ans. Donc elle est atteinte d'une myopathie mitochondriale. Donc c'est une myopathie qui affecte les unités de production d'énergie que l'on retrouve dans toutes les cellules de l'organisme. Ses forces vives s'épuisent très rapidement malheureusement et l'obligeant à de longues phases de repos pour préserver ses 12 à 15 heures d'activité hebdomadaire. Emmanuel qui réagit, voilà ce qu'elle a dit. Mon espoir, c'est Gwenaël. Elle a une telle force en elle, c'est très paradoxal, car si elle n'a pas d'énergie du fait de sa maladie, elle a une énorme énergie psychologique. Ça, c'est un joli témoignage de sa maman, de la maman de Gwenaël. Donc l'état de santé de Gwenaël, est-ce qu'elle a très rapidement inquiété sa mère Emmanuel? Quels étaient les signes? Alors à 3 semaines, Gwenaël faisait ses nuits, mais elle ne se réveillait jamais pour demander à manger. À 18 mois, Gwenaël marchait, tombait et perdait connaissance, ou bien elle marchait, perdait connaissance et tombait. Donc l'un ou l'autre, peu importe. Elle ne savait pas très bien, donc la maman Emmanuel ne savait pas très bien dans quel ordre cela se déroulait. Autre élément aussi, même assise, c'est que Gwenaël ne tenait pas, elle tombait toujours en arrière. Et quand on voulait la prendre, quand Emmanuel voulait la prendre en photo avec la famille, les parents, on n'arrivait jamais à la faire tenir. Elle était hypotonique, c'est-à-dire absence de tonus musculaire. Voilà. Alors quelle a été la réaction des parents à l'annonce de la maladie de Gwenaël? Alors tout simplement, d'abord le soulagement. Voilà, donc première réaction, c'est le soulagement parce que enfin ils savent contre quoi les parents allaient se battre par rapport pour Gwenaël. Et aussi ils ont eu un nom sur la maladie tout simplement et que c'était très important pour eux. À ce moment-là, Emmanuel ne s'imaginait pas à quel point cette maladie pouvait être grave. Elle avait que 30 ans à l'époque, la maman. Un âge où on ne s'attend pas à ce genre de nouvelles. Et quand on conçoit un enfant, c'est ce que Emmanuel dit, c'est pour être heureux, pour l'amener au plus haut. Et sur le coup, ça fait très mal d'apprendre cette maladie. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien, ils vivent au jour le jour. Tout simplement. Ils ont évalué la capacité de résistance de Gwenaël à 12 à 15 heures d'activité par semaine. Par activité, la maman entend tout, c'est-à-dire regarder la télé, lire un livre, etc. Emmanuel, suffit donc... Pour elle, il suffit donc à l'affût du moindre changement. Gwenaël ne veut pas être fatiguée, mais elle l'est. Voilà. Les mitochondries qui dysfonctionnent chez Gwenaël se trouvent dans toutes les cellules.
Et dernièrement, elle a eu des problèmes cardiaques, ça en fait un troisième, des problèmes aussi aux intestins, et elle n'a jamais eu aussi une vie normale. Ils n'ont jamais eu d'ailleurs de vie normale, et ils n'auront jamais de vie normale, selon Emmanuel, de toute façon, car ils le savent, ils avancent avec ça, avec cette maladie. Alors Gwenaëlle suit un régime alimentaire très particulier parce qu'en fait, elle a un régime cétogène. Elle n'a droit à aucun sucre rapide, ni bonbons, ni gâteaux, ni soda, peu de féculents. Par exemple, son petit déjeuner, c'est un bol de café décaféiné avec juste une demi-tasse de lait, beaucoup d'huile dans son café et des cacahuètes. Alors, elle doit avoir un grand apport en lipides aussi. Elle doit manger très gras. Ça, c'est très grave. Vous savez que la santé, il faut pas manger très gras. Malheureusement, sa maladie l'oblige à manger très gras. Ce régime, c'est comme un médicament. Il lui apporte l'énergie dont elle a besoin. Alors Gwenaëlle aussi qui semble très attachée à sa cellule familiale parce que en fait Gwenaëlle n'a plus trop de contact avec des enfants de son âge. Les filles de son âge, on les voit passer, se promener dans la rue, donc ignorance, regard, vous savez tous ces genres de trucs. Quand on est différent, de toute façon vous savez comment sont les gens. Quand on est différent, les gens ignorent et les gens passent leur chemin. Moi je trouve ça très dégueulasse de la part des gens, alors que ça peut leur arriver malheureusement. Et ce sont des choses aussi que Gwenaëlle ne peut pas faire parce que c'est compliqué de l'emmener avec son fauteuil. Alors quelles sont les perspectives maintenant d'évolution de la maladie de Gwenaëlle? Alors ils ont les parents ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tout simplement, parce qu'ils savent pas si cela va s'aggraver ou s'améliorer. Si tout va bien, tant mieux, Gwenaëlle devrait pouvoir avoir une vie comme tout le monde, mais si ils sont à l'abri, mais le problème c'est qu'ils sont pas totalement à l'abri d'une catastrophe, tout simplement parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quel organe peut lâcher, et ça c'est très terrible à entendre. Pour un enfant, moi je trouve ça très très douloureux. Alors comment Gwenaëlle affronte sa maladie? En fait, Gwenaëlle ne pleure pratiquement jamais. Elle a une telle force en elle, c'est très paradoxal, car si elle n'a pas d'énergie du fait de sa maladie, elle a une énorme énergie psychologique. Alors qu'est-ce qui donne espoir aux parents? L'espoir c'est Gwenaëlle tout simplement, et la recherche avec le Téléthon. Lorsque la maman Emmanuel regarde la télévision le soir du Téléthon et qu'elle entend le générique, elle pleure. Parce que voilà, elle craque quoi. Elle craque au moment, elle se dit, elle espère que le Téléthon va marcher, va faire reculer la maladie de sa fille. Parce que cette maladie, c'est comme un mur, la maladie de Gwenaëlle. Si elle était en face, je lui dirais, si la maman était en face de cette maladie, voilà ce qu'elle dirait: pousse-toi, enlève-toi de là, laisse-nous passer, laisse-nous vivre. C'est très fort comme message. Très 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 beau en tout cas. Alors comment elle imagine la vie de Gwenaëlle dans 20 ans? Alors tout simplement, depuis cette année, elle commence à s'inquiéter parce que elle veut qu'elle prenne un jour son indépendance. Voilà ce qu'elle souhaite vers sa fille, c'est que Gwenaëlle ait son indépendance. Et elle est incapable aussi la maman est incapable aussi de nous dire si ça se fera et si elle sera là. Elle ne sait pas, parce qu'on ne sait pas si Gwenaëlle aura la chance de vivre jusqu'à l'âge adulte. Il faut l'espérer, et c'est pour ça qu'il faut donner au Téléthon 3637, téléthon.fr, www.téléthon2013.fr pour faire vos dons en ligne. N'hésitez pas. 1 euro, 2 euros, 5 euros, peu importe la somme que vous pouvez, c'est pas grave. 1 euro, ça paraît rien, mais c'est beaucoup si tout le monde s'y met. Ça, c'est très important. Je vais passer le 4e épisode de la web-série. Le thème de ce 4e épisode, c'est, je vais vous le dire, c'est l'espoir des parents, tout simplement. Voilà, on y est dedans. Écoutez bien les paroles parce que c'est pour moi c'est l'épisode le plus touchant. Je vais vous le faire écouter. À tout de suite. En septembre 2010, c'est le soir. Avec lui, nous étions à la salle de bain, donc voilà, on se brossait les dents, et son papa nous a appelés. Elle nous a dit: venez voir. Et aux actualités, on annonçait une première mondiale, c'est-à-dire qu'un jeune garçon, Paul Louis, qui était d'origine thaïlandaise aussi, et atteint de la même maladie que lui, venait d'être guéri. Il ne subissait plus de transfusion. Pour moi, à partir de ce jour-là, ce soir-là, moi, ma vie, elle a changé. Mais c'est vraiment du jour au lendemain, à la minute près. Ma vie, elle a basculé. Tout va bien, tout est beau, tout est rose, et puis d'un coup, ça vous tombe dessus. Et donc, forcément, quand il y a une association comme celle du Téléthon
qui vous donne un espoir de trouver un médicament pour ce gamin, eh ben, ça donne envie de se battre et d'avancer et d'y croire. Ce qui nous donne de l'espoir, c'est les avancées qui ont été réalisées ces dernières années. Le côté exponentiel des résultats observés ces derniers temps. Alors l'espoir aujourd'hui, c'est que on puisse trouver quelque chose, le médicament effectivement qui puisse peut-être pas sauver Gwenaëlle, on n'est pas au point de dire sauver ma fille, non, lui apporter quelque chose de meilleur dans la vie, quelque chose qui puisse lui donner un petit peu d'énergie tout au long de ses journées et lui permettre d'avoir un petit peu plus d'activité. Je ne demande pas énormément de choses au départ. Si on pouvait déjà stabiliser la maladie de Thibaut, faire en sorte que ça n'évolue pas, ce serait fantastique, rien que ça. Le plus tôt sera le mieux parce que c'est une course contre la montre. Hein. On sait qu'on ne peut pas non plus attendre indéfiniment, mais c'est de l'espoir et voilà quoi. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que déjà les yeux d'Emma, quoi. Elle me donne de l'espoir. C'est ça. Parce qu'elle me donne tout. Elle me donne de l'espoir, elle me donne du courage. Elle m'apprend. Elle me donne une belle leçon de vie. Ma fille. Pour moi, la thérapie génique va guérir mon fils. Et j'en suis convaincue. On se bat. Et on va se battre et je pense qu'on y arrivera. Beaucoup d'espoir. Thibaut, quand il aura 20 ans ou 25 ans, j'ai du mal encore à l'imaginer, je ne sais pas. C'est trop loin pour nous. Je le vois heureux et battant, mon fils. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'elle sera dans un fauteuil ? Voilà, c'était donc le 4e épisode de cette web série qui s'appelle 5, hein, tout simplement. Pourquoi 5 ? Parce qu'en fait c'est 5 familles, c'est l'histoire des 5 familles que je suis en train de vous raconter. Vous voyez, c'est très très touchant, très très émouvant, c'est leur histoire. J'espère que vous qu'on se mobilise tous pour le Téléthon, pour faire avancer la recherche, pour faire reculer les maladies génétiques. On compte sur vous, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais vous donc raconter l'histoire de la 5e et dernière famille ambassadrice de ce Téléthon. L'histoire de Géraldine et Lee. Alors Lee, c'est L2E, hein, pour ceux qui ne savent pas. Géraldine est une maman qui est déterminée. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants, malheureusement. Et elle a décidé avec son mari d'aller jusqu'en Thaïlande pour adopter leur petit garçon qui s'appelle Lee, qui a 8 ans. À leur retour, la thalassémie qui est déclarée comme mineure en Thaïlande s'est avérée être majeure. Alors, un soir de septembre 2010, la vie de Géraldine bascule de nouveau. Donc voilà ce que Géraldine dit. Un reportage qui évoquait une première mondiale où un jeune garçon, lui aussi d'origine thaïlandaise et lui aussi atteint de thalassémie majeure, avait retrouvé une vie normale grâce à la thérapie génique. Ce soir-là, ma vie a changé. Pour moi, la thérapie génique va guérir mon fils, j'en suis convaincu. Alors, Géraldine Elie, qui est l'une des familles ambassadrices du Téléthon 2013, voilà, donc... comment se passe l'adoption de Lee ? Donc, est-ce que ça s'annonçait bien ? Donc, le mari de Géraldine et elle-même sont partis en Thaïlande le jour de leur 10e anniversaire de mariage. Dans le dossier de Lee, il était précisé qu'il souffrait d'une thalassémie mineure. C'est une maladie qui est assez répandue en Asie, une maladie génétique du sang. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sa forme mineure ne présente pas de conséquences graves pour l'organisme. Alors, comment avez-vous su que comment ils ont su que la thalassémie de Lee était majeure ? À leur arrivée en France, tout simplement, les parents habillaient Lee avec des vêtements d'enfant de 12 mois alors qu'il en avait 28. Voilà, déjà le premier problème. Et dès la première auscultation, le pédiatre a émis un doute. Pour Géraldine, la thalassémie de Lee était majeure. Donc pour la pédiatre, plutôt pour la pédiatre, la thalassémie de Lee est devenue majeure, tout simplement. Elle a aussitôt prescrit une série d'examens.
À la sortie de ce rendez-vous, elle a sonné, secoué. Elle s'attendait pas à ça. D'ailleurs, la réaction était très simple, c'est qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle a attendu le résultat avec impatience et elle espérait même, je parle de la maman, qui espérait, mais au fond d'elle, elle était très angoissée du résultat. Alors un matin, la pédiatre a téléphoné Géraldine. Et la pédiatre a dit que de se rendre rapidement à l'hôpital de Montpellier pour prendre connaissance des résultats. Elle a raccroché, la colère est montée et elle a jeté son téléphone contre le mur du salon. Donc elle a été très 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 angoissée, tellement l'angoisse et tellement les nerfs ont été tellement puissants qu'elle a été très en colère. Alors, elle parle de l'annonce de la maladie comme un tourbillon. Alors oui, pour Géraldine, cette annonce de cette maladie est devenue un tourbillon face aux médecins et face à des termes qu'ils ne comprennent pas. Elle a été abasourdie, Géraldine. Et elle a été prise aussi en pleine tornade. Elle a regardé Lee jouer et ne comprend pas ce que l'on fait là, ce qu'ils font là. Et à ce moment-là, elle a surtout peur de le perdre. Voilà en gros la réaction ultime. C'est-à-dire qu'elle a été tellement en colère parce qu'elle a peur tout simplement en le regardant de perdre son fils à tout moment. Et au retour à la maison, les semaines se suivent et comment les parents vivent cette situation. Ils ont commencé à sombrer dans le désespoir parce que Géraldine ne savait rien de cette maladie, tout simplement. Elle ne pouvait jamais non plus se séparer de son fils Lee. Il était tout le temps d'ailleurs avec elle, il faisait la sieste avec sa mère Géraldine. Il était hors de question d'ailleurs qu'il ne soit pas à son contact physique. Et les premiers mois ont vraiment été très difficiles parce que Géraldine n'était pas entrée dans le mode combat immédiatement. Voilà, elle n'a pas réalisé de suite, elle n'était pas encore dans le mode de combat tout de suite. Alors comment elle mène son combat justement aujourd'hui? Lee a commencé à être transfusé dès son 30e mois, donc c'est-à-dire 2 ans et demi, voilà, c'est-à-dire à partir de 2 ans et demi. Il doit régénérer son sang car il a peu de globules rouges et de très mauvaise qualité. Le problème est que ces transfusions provoquent une surcharge de fer dans le sang qui attaque les organes vitaux. Alors comment Lee vit sa maladie? Alors Lee qui connaît sa maladie tout comme il connaît ses origines, et avec son papa, Géraldine, c'est-à-dire les parents, le papa et Géraldine, ils ont décidé ensemble d'avoir un discours franc avec Lee, qui est de lui expliquer clairement les choses, comment la maladie en fait, clairement comment ça se passe. Et le regard des parents envers Lee, tout simplement, les parents veulent qu'on voit Lee comme un petit garçon normal. Voilà, ça c'est la première chose. Lorsqu'il est entré en CP, Géraldine est intervenue dans sa classe pour expliquer sa maladie, direct. Voilà. Car un jour, des enfants lui ont dit « On ne joue pas avec toi car tu es malade ». Moi, je trouve ça écœurant d'entendre ça. Moi, je dis franchement, dans des trucs comme ça, c'est terrible. Et le cœur de maman de Géraldine a parlé. Elle s'est mise à battre très vite. Et depuis, tout se passe bien. Donc voilà, il a suffi que la maman réagisse et explique pour que les enfants comprennent. Ça, par contre, c'est un bon moyen. Je pense que quand même, au niveau des écoles, je pense que les professeurs devraient aussi avoir... au lieu que la maman fasse ça aussi, que les professeurs ont un rôle à jouer là-dessus en prévenant les enfants, en disant voilà, il est malade, tout ça. L'école a quand même un rôle à jouer là-dessus et pas attendre que la mère intervienne pour expliquer la maladie de son fils. Moi, je trouve ça dommage. Alors, est-ce que Géraldine est très déterminée, et d'où vient cet espoir? Tout simplement de la thérapie génique. Voilà, d'où l'espoir arrive de là. Et depuis le soir de septembre 2010. Alors que s'est-il passé ce soir-là de septembre 2010? Elle était en salle de bain avec Lee, tout simplement. Son mari nous a appelé, il les a appelés pour venir voir à la télévision. Le reportage évoquait une première mondiale où un jeune garçon, lui aussi d'origine thaïlandaise et lui aussi atteint de thalassémie majeure, avait retrouvé une vie normale sans transfusion sanguine mensuelle, et tout ça grâce à la thérapie génique. Ce soir-là, la vie de la maman Géraldine a changé. Pour elle, la thérapie génique va guérir son fils, elle en est convaincue. Et enfin, dernière question, comment elle voit la vie de Lee dans 20 ans? En fait, avant, elle ne faisait pas de projet, elle refusait de penser au futur. Maintenant, depuis qu'elle a peur, depuis ce soir-là, elle peut se projeter dans le futur. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà l'histoire de la 5e famille. Je vais d'abord vous passer l'histoire, le 5e épisode de la web-série en audio. C'est tout simplement Mon enfant dans 20 ans. Je vous l'ai raconté depuis tout à l'heure, mais vous l'avez un peu plus en détail cette fois. Je vous laisse avec ça. On se dit à tout de suite.
ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'elle sera dans un fauteuil? Est-ce qu'elle sera encore là? Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre. Gwenaëlle, dans 20 ans, elle aura 34 ans. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je vous dis, j'espère en tout cas que voilà, qu'elle aura un appartement, un travail, un ami. Je peux pas vous dire. Je suis incapable de vous dire si elle peut, si ça se fera, si elle sera là. Je sais pas. Beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir. On a vraiment beaucoup de difficultés. Disons que de façon naturelle, on s'imagine plutôt gérer le quotidien de Thibaut au fur et à mesure de son évolution. C'est une maladie qui est dégénérative, donc l'évolution, elle est malheureusement plutôt négative à terme. Donc on vit un petit peu avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et se projeter est vraiment très difficile, quoi. On sait qu'on aura forcément de plus en plus de contraintes et de soucis à gérer. Il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, il y en aura peut-être plus encore demain. Depuis que j'ai découvert que donc il était possible de guérir la maladie de Lyme, je me projette totalement. Là, je le vois étudiant en train de faire des études, ou comme il dit, partir, un jour il veut être footballeur, un jour il veut aller dans une école de cirque, il veut faire du cirque, travailler dans un grand cirque. Mais là, pour moi, ça c'est possible. Avant, j'avais du mal à le réaliser. Je ne voulais pas me projeter. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je peux le voir jeune adulte. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée de l'avenir. Emma, elle fera ce qu'elle a envie de faire dans ses études. On l'empêchera de rien. Elle fera si elle a envie de se lancer dans la cuisine. Elle le fera. Mais après, je sais pas comment ça va se passer. On verra. Thibaut, quand il aura 20 ans ou 25 ans, j'ai du mal encore à l'imaginer. Je ne sais pas. C'est trop loin pour nous. Notre petit bonhomme, pour le moment, il hésite entre être pompier ou policier, il ne sait pas encore. Donc s'il continue sur cette voie-là avec cette volonté, on l'aidera à se réaliser, sur ces voies-là. Autrement dit, on l'aidera à se forger une vie d'adulte qui soit la plus conforme avec ses aspirations. On l'aidera par tous les moyens qu'il faut. Dans 20 ans, je le vois travailler, je le vois avoir des enfants. J'espère. Je le vois heureux et battant, mon fils. Le jour où il m'annoncera, oui, je vais être papa, pour moi, ça sera fabuleux. C'est clair. C'est clair, ça sera vraiment, oui, là, ça sera plus que... Voilà, c'était donc l'extrait. J'ai un appel en même temps. Je vais vous répondre à l'appel. GG, si tu peux nous rappeler, j'ai vu ton numéro. Rappelle-moi s'il te plaît. Donc c'était donc l'histoire des 5 familles. J'espère que ça vous a touché, j'espère que ça vous a sensibilisé, parce que le but aussi de la journée, de cette journée Téléthon, c'est de vous sensibiliser le plus possible. Pas forcément le but, c'est forcément de donner de faire un petit geste. GG qui m'appelle. Attention, allô. Oui. Ça va, GG? Ouais. Ouais, tu vois bien? Oui. Oh, pas trop fort, s'il te plaît, parce que tu vas nous casser les tympans. Oui, mais et pourtant je parle pas fort. Hein. Non, mais c'est peut-être moi qui suis fort, alors dans ce cas. J'ai même pas mis le haut-parleur, alors. Bon. Alors, est-ce que tu veux réagir sur tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a évoqué?
Est-ce que tu as écouté d'ailleurs toutes les est-ce que tu as écouté tous les reportages, tout ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a sensibilisé, qui t'a touché, qui t'a... C'est triste, hein, tout ça. C'est pas le but, c'est pas d'être triste, hein. Le but, c'est de sensibiliser fortement. Bon, c'est vrai que c'est touchant parce que voilà. Oui, mais alors là, si les gens ils n'ont pas compris, alors là, tu m'excuses, mais. Est-ce que toi, ça te donne envie de donner au Téléthon? Ah oui, ça y a pas de problème. Même 1 euro, peu importe. Ouais. Bon, est-ce que tu as déjà donné au Téléthon un jour, non? Oui, l'année dernière, au mois de mai. Au mois de mai, donc tu l'as fait par courrier alors? Ouais. Et alors, et qu'est-ce qui t'a donné envie de donner au Téléthon alors? Tu m'entends? T'expliquer. Il faut, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, mais bon, c'est assez difficile pour ces parents-là. Mmh. Nous, on se plaint du peu qu'on a, mais alors eux, ils sont encore plus à plaindre. Alors, ils sont plus à plaindre, c'est-à-dire? Avec tous les problèmes qu'ils ont, il faut aider à ce que la maladie disparaisse, quoi. Le but, c'est de vaincre les maladies. De toute façon, le but ultime, c'est ça, c'est de faire reculer les maladies, de vaincre les maladies jusqu'au bout. Hein. Donc, le but, c'est ça. Voilà. Et c'est par rapport à une connaissance à toi ou c'est par rapport à un reportage que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Frédéric, bon, c'était pas un problème génétique ni un truc comme ça, mais je me rappelle quand il était petit pour sa jambe là. Oui. Bon, si on n'avait rien fait, elle aurait au moins 20 cm de moins. D'accord. Mais c'est le fait que la façon dont les gosses, c'est pour ça que je comprends les parents, se foutaient de lui. Oui. Et le canard boiteux, t'es pas capable de te battre, et puis voilà, des trucs comme ça. Les enfants entre eux sont très méchants. Oui, mais est-ce que c'est la faute des enfants? Est-ce que c'est est-ce qu'on doit en vouloir aux enfants d'être comme ça? Est-ce que c'est la faute vraiment des enfants? Ou est-ce que c'est la faute des parents ou de l'école? Parce que pour moi, l'école a un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que par rapport à pour sensibiliser les enfants Oui, mais le problème, il me disait mais non. Il disait que je rêvais seulement une fois, comme je travaillais à la cantine, je les ai surpris en train de battre Frédéric, je suis allé voir l'instituteur rigoler. Alors après, il voulait plus que je travaille dans cette cantine-là, ou alors il fallait simplement que je ferme ma gueule, que je dise rien. Bon, par contre, qu'on rassure les gens, parce qu'on connaît Frédéric, il a pas de maladie génétique, hein, il faut quand même... non. Il a pas de problème. On en a une. Ah. Mais elle est pas grave, oui. Frédéric, Benoît et moi, qui se transmet de mère en fille ou de mère en fils. D'accord. Tu veux en parler? Tu sais, c'est pas grave, hein, enfin bon, pour moi, hein. Non, mais c'est pas grave. J'ai jamais eu de soucis avec. C'est vrai que tu vas me dire que c'est pas grave par rapport aux maladies qu'on explique au Téléthon, parce que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux. C'est pas parce que c'est moins grave que c'est facile à vivre. Voilà, toute maladie confondue, à porter, c'est pas facile à vivre et au quotidien. Et c'est ça que tu veux expliquer aussi. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous atteints. Bon, Benoît, cette maladie-là, parce que c'est de mère à fille. Oui. Bon, même si moi, mes gosses l'ont attrapé, ils ne peuvent pas le transmettre à leurs enfants. D'accord. C'est toujours la mère qui transmet. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que moi, ça s'arrête là, quoi. Oui. Ma soeur, elle a une fille, et ben, elle, par contre, il faut qu'elle fasse attention à ses enfants. Est-ce que tu as regardé à la télé le Téléthon depuis hier soir? Non. Non. Pourquoi? Eh bien parce que hier au soir j'étais tellement fatigué, tellement crevé que je me suis couché. D'accord. Ce matin je me suis levé très tard. Oui. Voilà, et puis non. Alors. Pas encore. Par contre, ce soir je vais y mordre.
Alors alors ce soir il faut le regarder parce que alors justement tiens parlons-en, les Miss France en même temps que le Téléthon, hein, ras-le-bol, faut être honnête franchement. En plus mais moi et les puis, Miss France ça m'intéresse pas. non je vais dire pourquoi. De toute façon maintenant il y a les replays qui existent. Si moi je donne vraiment l'envie aux gens de regarder le Téléthon plus que les Miss France. Si vous voulez regarder les Miss France, vous avez les moyens en replay de regarder les Miss France. Vous avez tout le temps après pendant une semaine de regarder vos Miss France. Mais non mais moi je m'en fous. Non mais je te dis parce que je vois depuis des années que tout le monde se met sur les Miss France. Moi, Miss France, je vais y aller, moi. Miss France, oui, ah oui. Miss France, ouais, je veux faire élire Miss France. Moi, je trouve ça, parce que là, je crie vraiment un coup de gueule que franchement de mettre les Miss sans arrêt chaque année le Téléthon mais en même temps que le Miss France, il y a un moment, stop quoi, il faut arrêter les conneries. C'est lourd quoi à force. Miss France, on s'en fout, oui. Je sais qu'on s'en fout, moi je m'en fous. Ça ne rapporte pas de l'argent, moi. Ah ben le Téléthon non plus, ça ne rapporte pas de l'argent, mais ce que je veux dire, mais au moins on envoie de l'argent pour une cause. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que là c'est pas il n'y a pas la même cause et c'est pas les mêmes. En plus c'est le samedi soir qu'il faut vraiment regarder le Téléthon. C'est là où il y a toutes les forces T, tous les bénévoles qui arrivent avec les chèques, il y a les entreprises et tout ça qui arrivent, tout ça. C'est vraiment des grands moments. Je sais que le samedi soir c'est vraiment le moment fort, les moments les plus forts des 30 heures. Donc c'est pourquoi à la limite ils auraient dû mettre, je sais pas, Miss France le mercredi, le dimanche, j'en sais rien, mais pas en même temps que le samedi soir du Téléthon. Bon, c'est quelque chose qui me. Ils le font un peu esprit, mais ça n'empêche pas que le Téléthon, ça ramène toujours plus que Miss France. Hein. Ah, pas vrai, pas au niveau des audiences, non, malheureusement, hein, il faut être honnête, les audiences, c'est le Miss France qui n'arrête pas d'être au-dessus. Après, en deuxième partie, à partir de 23h, malheureusement, oui, et c'est pour ça que je pique un coup de gueule. Et à partir de 23h, après, pratiquement tout le monde se remet vers le Téléthon, parce qu'en fait, ils attendent le chiffre de fin. Or, ce qu'ils oublient, les gens, c'est que le Téléthon à la télé, c'est pas une histoire de regarder les chiffres, c'est pas le but. Nous, le Téléthon, c'est de sensibiliser, il faut écouter aussi, il faut écouter les enfants, il faut écouter les parents, il faut écouter les bénévoles, il faut écouter tout ce qui est dit pendant les 30 heures au Téléthon. C'est pas parce que si regarder le Téléthon juste pour voir les chiffres, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas le but recherché du Téléthon, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc après, malheureusement, après, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui font du Téléthon par pitié, il y en a qui viennent par pitié. Et ça, c'est quelque chose qui me fout en l'air aussi. Je sais pas si toi personnellement, t'as vu des gens qui vont vers des personnes par pitié. Est-ce que toi t'as connu ça? Je sais que même si t'as pas de maladie génétique, mais moi personnellement, j'en ai vu à titre personnel qui viennent vers les malades par pitié. Est-ce qu'il y a un coup de gueule aussi, un coup de gueule à parler par rapport à ça aussi? Non, moi, principalement, non. Non. Parce que comme cette maladie génétique que j'ai, elle ne nous dérange pas. Oui. Hein? Le seul truc qui peut déranger, c'est si on prend un sous-marin ou un avion. Voilà. Ah, d'accord. Parce que systématiquement, il nous faut un produit spécial pour respirer. Ah oui, mais c'est quand même du sérieux, c'est pas. Oui, mais bon, avant qu'on prenne oui. l'avion, ça change, et puis le sous-marin, c'est pas fait encore. Donc bon. Bon, quoi qu'il en soit. Disons que pour ça, c'est plus inquiétant, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, le but aussi, c'est de sensibiliser par rapport aux enfants, parce que c'est quand même les enfants on pense aux premiers aux enfants qui sont touchés par ces maladies. Si t'as un message à faire passer aux gens par rapport à ça, par rapport aux enfants. Donner au Téléthon, voilà. Oui, mais pourquoi? C'est bien de dire donner, mais c'est pas un ordre. Il faut quand même, faut dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour. Oui, mais d'accord, mais pourquoi? Parce qu'il faut aussi trouver il faut convaincre. Il faut bien trouver le résultat des maladies pour sauver tous ces gosses, ça va quand même, merde. Et surtout qu'il y en a certains qui sont incurables. Il y en a certains qui ne. Oui. Au XXe siècle, quand même, dans ces maladies-là, on devrait sauver beaucoup plus de monde. Hein. Donc en gros, tu te dis que, d'ailleurs, question, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, ça fait quand même maintenant 26 ans que le Téléthon existe, et qu'ils se disent avec tous les gens avec tout l'argent qui a été... GG qui a toujours des soucis. GG qui a toujours des soucis, tu vois. Je vois que ton rhume depuis la semaine dernière, c'est toujours pas arrangé. Tu me dis que je peux, c'est bon. Oui, je disais. Non, parce qu'en fait, il y a pas mal de critiques. Je vais en parler à la fin de l'émission, des polémiques qui a été visées sur le Téléthon, qui ont été visées.
En fait, le souci, c'est qu'en fait, ça fait 26 ans que le Téléthon existe. Il y a plus de 1,5 milliard de dons qui ont été récoltés en 26 ans. Ils se disent, mais bon sang, mais qu'1,5 milliard, ils n'ont pas encore réussi aujourd'hui à vaincre les maladies. Parce qu'en fait, plus les années passent, et plus les gens doutent, en fait. Parce que c'est dit, c'est pour... Oui, moi je ne douterais pas là-dessus, tu vois. Oui. Si j'avais un doute, ce serait, est-ce que vraiment l'argent va à Téléthon? Alors oui, alors juste ça sera une des questions de polémique que je répondrai tout à l'heure parce que la FM Téléthon a répondu à ça justement. Et en fait oui, en fait ça va 80, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 81% qui vont sur la recherche et après après le reste ça va sur la gestion et sur le reste quoi. Enfin et qui se perdent de temps en temps. Non, je crois pas quand même, parce qu'il y a quand même la Cour des comptes. C'est quand même. Les cancers, c'était sérieux, et une année, ils ont découvert qu'il y avait une personne qui se servait. Oui, mais quand même, si je peux me permettre, ça fait quand même 26 ans que le Téléthon existe. Ça fait quand même 26 ans que le Téléthon existe. Il y a quand même la Cour des comptes qui vérifie les comptes des associations. Le cancer, et oui. Ça fait pas 10 ans, hein. Tu parles de l'histoire avec l'Arc, je suppose. Oui. C'est ça date, mais ça date des années 90, ça. Mais oui, je sais, oui, mais bon, quand même, ça serait grave. De toute façon, tu sais que la Cour des comptes est faite pour vérifier les comptes des associations. Donc, en plus, c'est une association reconnue d'utilité publique. Alors, ça veut dire que voilà. Et en plus, je vais justement après la conversation, justement, je vais faire justement le rapport 2012 de Téléthon l'année dernière. J'ai le rapport de justement comment a été fait, comment ils se sont servis des 88 millions de l'année dernière. Je vais en parler juste après parce que j'ai le rapport 2012 et que. Non mais parce que bon, moi j'avais mon père qui avait le cancer. Oui. Donc je me suis dit, si les recherches peuvent avancer, j'ai donné plusieurs fois et maintenant je ne donne plus. Depuis que j'ai appris qu'il y avait qui se servait, je donne plus. Alors en gros, c'est quoi? Tu te dis que certaines personnes doutent en fait de la sincérité des associations, quoi. C'est ça que c'est un petit peu ça que tu. C'est un petit... Eh ben, dis donc. Heureusement, je suis en train de me dire heureusement que j'ai pas un casque parce que là j'aurais été mal barré. Mais alors en parlant de ça, alors justement, je fais une petite parenthèse vite fait. Hein, attention au froid quand même, parce que voilà ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Vous avez vu que le grand froid est très très lourd en ce moment. Essayons de, puis justement. Protégez-vous par rapport à ça. Alors, est-ce que tu voulais dire quelque chose? GG. Ben, je m'en rappelle plus. D'accord. On parlait de... Ah bah zut, on parlait de... En fait, par rapport aux dons que les gens donnent, et qu'en fait, que par rapport au cancer, que tu donnais plus à ça, par rapport à ce qui s'est passé avec l'Arc. Voilà. Maintenant, il faut se dire deux choses. Il faut pas mélanger, voilà, les associations qui récoltent de l'argent et puis à côté les malades. Moi, je pense pas aux associations. Moi, personnellement, moi, je pense aux malades. S'il faut penser s'il faut donner de l'argent, c'est pour les malades et pas pour l'association de toute façon. Maintenant, après, on se pose des questions. Quelles sont les associations qui sont vraiment fiables? Et qui sont sincères, qui sont sérieux sur ce côté-là. Et ça, on en sait forcément. Et c'est vrai que, comme m'a dit une personne, c'est pas parce qu'il y a une vermine que ce sont tous des vermines, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Maintenant, voilà. C'est pas parce qu'un s'est servi qu'ils se sont tous servis. Après, il faut pas oublier un détail, c'est qu'il n'y a pas que l'Arc qui existe par rapport contre le cancer. Il y a la Ligue contre le cancer qui est très très connue. Hein. La Ligue, c'est une association reconnue, très reconnue, qui est très réputée, que je peux recommander si on oublie l'Arc. Et puis tu as d'autres associations qui existent et qui sont très sérieux par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, il y a pas. Moi, ça me ferait chier si j'entendais un jour, un tel s'est servi au Téléthon. Alors ça me... Toi, t'as un doute? Alors ça c'est parce qu'en fait il y a pas mal de polémiques qui tournent sur ça, comme quoi, y compris sur les salaires des bénévoles et tout ça, sur les salaires des associations, tout ça. J'ai vu ça, j'ai lu très précieusement tout ça, comme quoi, en gros, sur les 88 millions. Alors déjà, il y a eu la critique comme quoi les animateurs auraient été payés, que la télé aurait été payée, que les salariés auraient été payés, que les bénévoles seraient payés par rapport qui touchent par un petit montant sur les dons
reversés. Le Téléthon a récolté pendant toute l'année 2012 au total 119,7 millions d'euros. Pour rappel, les promesses de dons au Téléthon l'année dernière par à la télévision, c'était 88 millions. Alors, comment sont répartis ces 119 millions de dons au total? Alors, il y a 97,4 millions d'euros qui sont pour la mission sociale, c'est-à-dire 81% de vos dons sont remis pour les missions sociales du Téléthon. Donc, je vais essayer de vous expliquer. 60,5 millions, c'est pour la mission guérir, que je vais vous en parler dans un instant. Donc, ça consiste pour les essais thérapeutiques, les appels d'offres scientifiques, les programmes internationaux et les programmes stratégiques, l'Institut des biothérapies des maladies rares et le centre de production des médicaments Généton Bioprod. Tout ça, je vais vous en parler dans un instant. Ensuite, il y a 34,7 millions d'euros pour la mission aidée. Ça aussi, je vais vous expliquer en détail en quoi ça consiste. Alors, c'est par exemple les consultations pluridisciplinaires, les établissements de soins, les services régionaux, les innovations technologiques, les actions de revendication et la plateforme Maladies Rares. Enfin, dans ces missions sociales, il y a 2,2 millions d'euros pour la commission communiquée, c'est-à-dire pour le centre de conférence Génocentre, le magazine de l'association VLM, les sites internet, les documents d'information, la diffusion d'informatique scientifique et médicale auprès des médias et les visites de laboratoire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que 13,6 millions d'euros, c'est-à-dire 11,3% de vos dons, vont aux frais de collecte. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, donc, concernant les frais de collecte, c'est-à-dire les affranchissements des promesses de dons. Les idées aussi et des reçus fiscaux, d'accord. Ensuite, le traitement des dons et des legs, la participation au coût de l'émission, la mise en place des centres d'appel téléphonique 3637 et enfin de la collecte sur le web. Donc 11,3% vont sur ce domaine-là. Et enfin, la troisième chose, c'est sur les frais de gestion. Donc il y a 7,3% de vos dons, soit l'année dernière 8,7 millions d'euros l'année dernière, sont versés pour les frais de gestion. Donc il y a l'Assemblée Générale, la Journée des maladies rares, la communication financière, le fonctionnement des instances associatives et enfin les services de gestion. Voilà comment sont répartis vos dons. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ça marche comme ça. Donc voilà où ont été versés vos dons l'année dernière. Je vais vous donner les détails après. Donc l'origine des recettes en 2012, je vais vous donner exactement. Donc il y a eu le Téléthon l'année dernière qui a fait 88,2 millions d'euros, donc soit 82% du total des recettes du Téléthon. Après, il y a eu les legs. C'est les legs qui sont de 3,9 millions d'euros. Il y a les établissements de soins qui ont donné 7,2 millions d'euros au Téléthon, à l'AFM plutôt. Après, il y a le produit issu des placements financiers, c'est 3,4 millions d'euros. Il y a les autres recettes qui concernent 3,2 millions. Et enfin, le mécénat hors Téléthon, 1,3 millions d'euros, soit un total, comme je vous ai dit, de 119 millions d'euros pour la FM Téléthon. Voilà, comme ça, vous savez d'où ça vient, l'argent exact. Donc depuis le premier Téléthon, la FM Téléthon s'est engagée à rendre compte de l'utilisation des dons et de ses actions en toute transparence. Ça c'est très important parce que beaucoup doutent sur comment est reversé ces Télétons. Maintenant vous le savez, j'espère que vous y croyez parce que beaucoup encore en doutent et pourtant c'est sérieux, c'est sincère. Il y a un rapport annuel si vous voulez qui est diffusé sur le site du Téléthon. Je répète le site www.téléthon.fr si vous voulez être sûr de ça. Il y a un rapport annuel qui est diffusé sur le net que vous pouvez télécharger en format PDF sur votre ordinateur. N'hésitez pas à le consulter. Alors ensuite la FM Téléthon compte enfin parmi les associations les plus contrôlées, ça c'est très important à dire, qu'il s'agisse de contrôles diligentés par l'État, dont la Cour des comptes à 2 reprises, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à GG, et il y a aussi des contrôles de l'URSSAF et aussi des services fiscaux ou à son initiative, c'est-à-dire l'IGAS, Arthur Andersen. Voilà. Comme ça peut vous rassurer parce que certains ont beaucoup douté sur ces dons, savoir où vont les dons. Ne vous inquiétez pas, les dons vont bien là où on vous dit. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du sérieux, ce n'est pas du ce n'est pas de l'arnaque. Il n'y a pas de problème, vos dons sont bien utilisés et ne vont pas n'importe où. C'est ça qu'il faut se dire et c'est ça que je voulais vous dire. C'est très important. Je laisse la parole aux enfants. Peut-être que ça va vous booster un petit peu plus, ça va vous aider un petit peu plus à donner. À tout de suite.
une association pour les gens malades qui ont une maladie génétique. Quand on donne des sous au Téléthon, c'est pour qu'ils nous donnent des médicaments. Ça représente vraiment une grande fête. Et une grande fête, justement, on a l'opportunité de montrer la solidarité, en fait, qui peut unir les gens. Et ça, en fait, on a l'impression, quand on rentre dans le Téléthon, de rentrer également dans une grande famille, en fait. Une grande famille, on va dire, de solidarité. C'est pour que les chercheurs cherchent plus. Mais les chercheurs, ils cherchent encore. Ils cherchent encore et encore. Cette heure-ci, ils devraient déjà chercher. J'adore les Téléthons. C'est tout. Quand je serai grand, je travaillerai dans la mairie. En même temps, je voudrais faire du cirque, travailler dans un cirque et faire du jabolo. Beaucoup de choses. Je ferai une maquilleuse, une maîtresse et cuisine. Et voilà, c'est tout. C'est beaucoup. Je suis coincée entre deux métiers. Chauffeur de camion et police. Alors, parce que je ne sais pas alors. Maman, je sais pas trop. Je suis un peu émue. Maman, merci pour tout et je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais dire à maman que je l'aime beaucoup. À chaque fois, vous y dites des compliments. Maman, papa, je vous aime et merci de vous occuper de moi. Et je vous aime beaucoup. Papa, je l'aime beaucoup aussi. Papa et maman, je vous aime. Maman, je t'aime très très fort d'amour. Papa, et je t'aime. Mamie patate. Arrête. J'espère que ça vous a touché au plus profond de votre cœur. Hein, vous voyez, hein, j'espère que ça vous donne envie de donner au Téléthon. Je répète, 3637. Les 4 chiffres magiques du Téléthon, www.téléthon.fr. Vous avez aussi les sites de France Télévisions, j'ai oublié de vous le dire, France2.fr et France3.fr pour donner au Téléthon. Et puis vous avez aussi toutes les mobilisations en extérieur, les pompiers, les forces T, les mobilisations, toutes les mobilisations en extérieur. Allez-y, même s'il fait froid, je sais qu'on en demande beaucoup parce qu'il fait très très froid, mais allez-y quoi. J'y étais hier soir, je peux vous dire que ça vaut le coup d'y aller. Les dons du Téléthon qui sont plus reversés sont dans la mission Guérir. Alors je vais vous expliquer. Je vous répète que l'année dernière, 60,5 millions d'euros sont reversés sur cette mission-là, c'est-à-dire pratiquement la moitié de vos dons. Alors je vais essayer de vous expliquer à quoi consiste cette mission. En fait, la stratégie, donc développer des thérapies innovantes pour les maladies rares. Donc l'innovation, efficacité thérapeutique en intérêt général. Donc il y a 3 principes qui guident la stratégie de la FEM Téléthon pour guérir. Alors la première stratégie, c'est l'innovation, parce que la pharmacologie traditionnelle n'offrait aucune solution aux maladies rares longtemps considérées comme incurables. La FM Téléthon a fait le choix d'investir massivement dans le développement des thérapies innovantes, comme la thérapie génique, la pharmacogénétique ou la thérapie cellulaire. Un choix qui a porté ses fruits avec les premières victoires remportées pour les déficits immunitaires, comme par exemple les bébés bulles, par exemple, et aussi des maladies du cerveau ou du sang.
On en fera un petit détail tout à l'heure. Deuxième objectif, il y a l'intérêt général. Dès les premiers Téléthons, l'AFM Téléthon a fait le choix de développer des laboratoires et des outils d'intérêt général qui permettent de progresser dans la connaissance et la mise au point de traitements pour les maladies rares. Cela a notamment été le cas avec la mise en place des banques d'ADN et la réalisation des premières cartes du génome humain qui ont permis d'accélérer la découverte des gènes responsables de centaines de maladies. Aujourd'hui d'ailleurs, les thérapies nouvelles impulsées par l'association AFM Téléthon montrent leurs premiers résultats pour les maladies. Elles sont également explorées pour des maladies fréquentes. C'est la médecine tout entière qui bénéficie de ces avancées. Et enfin, troisième objectif principal, c'est l'efficacité pour les malades, parce que son objectif, c'est la guérison des maladies évolutives. L'AFM Téléthon met tout en œuvre pour mettre les traitements à la disposition des malades le plus rapidement possible. Ça, c'est très important. Ensuite, pour atteindre son objectif, l'AFM Téléthon utilise différents modes d'action. Elle apporte son soutien à plus de 300 programmes de recherche et jeunes chercheurs à travers ses propres appels d'offres ou ceux d'autres associations. Seule ou en partenariat, elle a également créé ses propres laboratoires. Donc il y a le Généton, on en parlera tout à l'heure, qui est un institut de myologie. Il y a l'ISTEM et aussi Atlantic Gene Therapy. Il y a aussi des leaders internationaux dans le domaine des biothérapies innovantes. Ces derniers rassemblés au sein de l'Institut des biothérapies des maladies rares constituent une force de frappe unique au monde par son envergure et sa mission d'intérêt général. Alors l'AFM Téléthon est également membre fondateur de la Fondation Maladies Rares. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, maintenant vous l'êtes. La Fondation Maladies Rares qui est un modèle unique de coopération entre acteurs associatifs. Donc il y a l'AFM Téléthon et l'Alliance Maladies Rares, entre autres. Il y a aussi les acteurs publics comme l'INSERM, la conférence des directeurs généraux de CHU et aussi la conférence des présidents d'université. Il y a aussi la Fondation Imagine, aussi, qui est créé pour organiser, structurer et développer sur le site de l'hôpital Necker Enfants Malades les activités de recherche, de soins et d'enseignement sur les maladies génétiques de l'enfant. Maintenant, nous allons passer au traitement, toujours sur la mission guérir. Maintenant, nous allons passer sur les traitements. L'AFM Téléthon soutient 34 essais cliniques en cours ou en préparation, dont 21 pour la thérapie génique, 5 pour la thérapie cellulaire et 8 en pharmacologie. 17 d'entre eux concernent des maladies neuromusculaires et 19 d'autres maladies rares. Alors je vais vous les citer, les maladies rares. Alors je vais commencer par les maladies rares du cerveau et du système nerveux. Alors je vais vous dire, parce que c'est pas facile à dire tout ça. L'adrénoleucodystrophie, alors c'est lié à l'X, on appelle ça ALD, rien à voir avec l'affection longue durée, je vous le dis de suite. Alors, je vous répète, c'est adrénoleucodystrophie. Alors il y a un essai de thérapie génique et cellulaire de phase 1 et 2 qui évalue l'efficacité d'un traitement qui consiste à greffer des cellules corrigées par thérapie génique dans la moelle osseuse du patient. Voilà. Deuxième maladie rare, c'est l'ataxie de Friedreich, qu'on en a parlé l'année dernière au Téléthon, dans l'Equality Spécial Téléthon l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, j'en ai parlé. Alors il y a un essai de pharmacologie de phase 3 qui consiste à mesurer l'efficacité de la pioglitazone, je vais y arriver à le dire, pioglitazone, comparativement à un placebo sur l'atteinte neurologique des personnes atteintes de maladie de Friedreich. Troisième maladie rare, il y a la leucodystrophie métachromatique. On en a parlé tout à l'heure avec une des familles ambassadrices du Téléthon, la leucodystrophie métachromatique. Alors c'est un essai, il y a un essai préclinique de thérapie génique qui concerne des patients pour lesquels la greffe de moelle n'a pas le bénéfice attendu. Il a pour principe d'introduire le gène de l'ariulfatase. Alors c'est vrai que je dis plein de termes médicaux, mais au moins vous savez où vont vos dons maintenant. Ensuite, il y a la maladie de Huntington. Alors, il y a un essai préclinique de thérapie génique qui doit apporter directement dans le cerveau le facteur de croissance qui fait défaut chez les malades grâce à un vecteur l'antivirus capable de passer la barrière encéphalique. Ensuite, et là c'est les dernières maladies rares du cerveau, après je passe aux autres. Alors il y a la maladie de Sanfilippo, ça aussi on en a parlé tout à l'heure avec une des familles. Il y a un essai préclinique de thérapie génique qui évalue la tolérance et l'innocuité de l'administration
intracérébral d'un vecteur AAV2/5 transportant le gène NAGLU associé à une immunosuppression chez des enfants atteints de maladie de Sanfilippo B. Je vous rappelle que tout à l'heure on en a parlé de cette maladie avec une des familles. J'espère que vous vous en souvenez. Maintenant, on passe aux maladies du cœur. Alors, vous rappelez-vous qu'il y a eu il y a plein d'enfants aujourd'hui. Rappelez-vous qui sont touchés par les problèmes cardiaques. Je vais vous sensibiliser là-dessus. Il y a des insuffisances cardiaques chroniques d'origine ischémique. En fait, maintenant il y a un essai de thérapie cellulaire qui évalue l'innocuité d'une injection dans le cœur de cellules souches mésenchymateuses chez des adultes. À noter que pour cette même pathologie, un autre essai préclinique de thérapie cellulaire avec des cellules souches embryonnaires. Maintenant, concernant les maladies rares du foie, alors il y a la maladie de Crigler-Najjar. Il y a un essai préclinique de thérapie génique qui vise à administrer un vecteur AAV portant une copie normale du gène muté. Et avant cet essai, le seul traitement possible était une transplantation hépatique. Concernant maintenant les maladies du muscle, là aussi c'est très courant, on en voit beaucoup dans la télévision des maladies du muscle. Donc il y a quand même 16 essais sur les maladies du muscle. La FM Téléthon quand même soutient 16 essais concernant ces maladies. Je vais essayer de vous en donner quelques-uns. Donc un qu'on en a parlé l'année dernière, c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Alors il y a un essai pharmacologique de phase 3 qui est en cours jusqu'en 2019 avec le Nebivolol, un médicament utilisé dans le traitement de l'hypertension pour la prévention des maladies cardiaques. Ensuite, il y a 4 autres essais de thérapie génique par Sodexon, toujours dans la dystrophie musculaire, qui sont en cours. Le premier de phase 1 et 2 qui visant l'exone 44, le second de phase 2B sur l'exone 45 et le troisième de phase 3 sur l'exone 51, le quatrième de phase 2B sur l'exone 53. Tout ça c'est des termes bien sûr techniques au niveau médical. Alors un cinquième essai préclinique développe un autre type de candidat médicament pour le saut de l'exone 53. Alors, un essai préclinique aussi de thérapie génique vise à utiliser un vecteur AAV portant un transgène U7 afin de restaurer la synthèse de dystrophine par le saut de l'exone 53. Alors après, il y a d'autres maladies rares du muscle. Alors je peux vous parler par exemple de la dystrophie musculaire congénitale, la dystrophie musculaire oculo-pharyngée, la dystrophie myotonine de Steiner plutôt. La myopathie pas facile à dire tout ça. La myopathie facio-scapulo-humérale, dont il y a un essai de thérapie cellulaire de phase 1 et 2 qui évalue la tolérance et la faisabilité d'une greffe dans un muscle malade de myoblastes prélevés sur un muscle épargné par la maladie. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Il y a aussi la myopathie myotubulaire et les myotonies non dystrophines. Concernant les maladies rares de la peau, alors il y a l'épidermolyse bulleuse dystrophique. Alors il y a 6 projets au stade préclinique qui sont en cours afin de développer des approches de thérapie génique et de thérapie du gène en ex vivo et in vivo pour traiter ce groupe de maladies. Et il y a aussi les ulcères, la deuxième maladie rare du peau, c'est les ulcères cutanés de la drépanocytose. On en a parlé aussi l'année dernière, c'est une maladie très rare qu'on en a développée, qu'il fallait qu'on en parle de toute façon. Et concernant cette maladie, il y a un essai préclinique de thérapie cellulaire qui vise la reconstitution d'épiderme avec des substituts obtenus à partir de cellules souches embryonnaires. Concernant les maladies rares du sang, il y a une maladie qui s'appelle l'aménie de Fanconi. Et il y a un essai préclinique de thérapie génique qui consiste à restaurer l'activité du gène FAN-A, 65% des malades concernés, qui est grâce au transfert de gènes à l'aide d'un vecteur lentiviral régulé. Et enfin, alors il y en a 2 autres que je vais vous parler aussi, c'est la maladie rare du vieillissement. Ça c'est une maladie qui est très connue, c'est la progéria. Alors concernant cette maladie, il y a un essai pharmacologique de phase 1 et 2 qui évalue la tolérance et l'efficacité de l'association de la pravastatine plutôt, qui est un anti-hypertenseur. Et avec l'acide zoledronique, qui est un traitement de l'ostéoporose, je vais y arriver, qui est sur le poids, la taille et le métabolisme osseux des malades. Voilà où ça en est au niveau du vieillissement. Il y a aussi des maladies rares qui concernent la vue. Alors il y a la dystrophie
rétinienne. Il y a un essai de thérapie génique de phase 1 et 2 qui a été lancé suite à des travaux de recherche qui ont réussi à rendre la vue à des chiots atteints de cette même pathologie. Et il y a aussi, comme maladie rare de la vue, il y a la neuropathie optique de Leber. Alors il y a un essai préclinique de thérapie de thérapie clinique qui vise à administrer un vecteur AAV portant une copie normale du gène muté chez les patients. Et avant cet essai, il n'existe aucun traitement efficace. Concernant le Généton, parce qu'on en a parlé beaucoup, donc le Généton a été créé en 1990 par la FM Téléthon et financé à plus de 80% par les dons du Téléthon. Alors Généton s'est illustré dans les années 90 par la réalisation des premières cartes du génome humain et mise à la disposition de la communauté internationale. Ces cartes ont considérablement accéléré la découverte des gènes responsables de maladies. Elles ont été le point de départ du décryptage du génome humain qui s'est achevé en 2003. Aujourd'hui, avec ses 220 collaborateurs, Généton est l'un des leaders mondiaux de la thérapie génique des maladies rares, de la recherche au développement clinique. Le laboratoire de la FM Téléthon est ainsi le promoteur des 2 essais cliniques internationaux en cours pour des déficits immunitaires et mène une dizaine de programmes au stade préclinique pour des maladies rares des muscles, de la vision, du cerveau, du foie, de sang, etc. Et le Généton a eu le prix Galien France 2012. Voilà, le Généton a eu un prix. Et en 2013, a obtenu aussi le statut d'établissement pharmaceutique. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Son centre de production Généton Bioprod dispose de la plus grande capacité de production de médicaments de thérapie génique au monde. Donc voilà. Et enfin pour les biothérapies, donc c'est la dernière partie concernant le thème guérir, c'est sur les biothérapies. Il y a des traitements innovants au bénéfice du plus grand nombre. Alors la thérapie génique, la thérapie cellulaire, la pharmacogénétique, et l'AFM Téléthon développe des thérapies nouvelles pour les maladies rares les plus fréquentes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, parce que la pharmacologie classique n'offrait aucune perspective aux maladies génétiques rares longtemps considérées comme incurables. L'AFM Téléthon impulse depuis de nombreuses années le développement des thérapies innovantes issues des connaissances récentes en génétique ou biologie cellulaire. Alors, la thérapie génique, à quoi ça consiste ? Il suffit en fait, la thérapie génique, il faut réintroduire un gène fonctionnel chez le patient. La thérapie génique constitue l'une des voies privilégiées pour traiter les maladies génétiques, mais également certains cancers. Elle consiste à insérer aussi dans les cellules du malade une version normale d'un gène qui ne fonctionne pas à cause de la maladie. Et le gène fonctionnel permet alors au patient de produire à nouveau la protéine dont la déficience était la source pour la maladie. Alors pour réussir l'opération, 3 conditions doivent être remplies. La première condition, c'est connaître le gène responsable de la maladie, si la fonction de ce gène afin de pouvoir réparer la cellule. Deuxième condition, c'est permettre au gène d'atteindre et entrer dans la cellule à l'aide d'un vecteur, le plus souvent un virus que l'on a rendu inoffensif pour le malade. Et enfin, troisième condition, c'est associer le gène à un promoteur, une petite séquence d'ADN qui permet son fonctionnement une fois au sein de la cellule. Voilà. Ensuite, concernant la thérapie cellulaire, il faut des cellules pour régénérer des organes. La thérapie cellulaire consiste à greffer des cellules pour réparer ou régénérer un organe ou un tissu endommagé. Ces cellules qui proviennent du patient ou d'un donneur sont cultivées pour être multipliées ou purifiées. Quand elles proviennent du malade, elles sont modifiées afin d'être corrigées par transfert d'un gène non malade. Alors la thérapie cellulaire repose sur 3 types de cellules souches. Alors le premier type, il y a les cellules souches qui sont dites adultes. Ce sont des cellules capables de se régénérer, comme celles du foie, de la surface des intestins, des muscles entre autres. Et elles participent au renouvellement de nos tissus. Le deuxième type de cellules souches, là il y a les cellules souches qui sont dites embryonnaires, qui se trouvent dans l'embryon lorsqu'il est au stade de quelques cellules, faciles à cultiver et capables de proliférer à l'infini. Elles peuvent se transformer en tout type de cellules spécialisées, de peau, de muscles, d'intestins, de veines, etc. Et enfin, le troisième type de cellules souches, c'est les cellules souches pluripotentes induites, qui promettent depuis 2007 à partir de cellules souches adultes et de produire des cellules souches ayant les caractéristiques des cellules souches embryonnaires. De nombreux programmes de recherche leur en sont consacrés. Pour finir la partie guérir, il y a quand même plus de 300 projets de recherche qui sont soutenus chaque année.
Et pour mieux comprendre les maladies et identifier de nouvelles thérapies, l'AFM Téléthon apporte son soutien à de nombreuses équipes de recherche en France. Alors il y a des appels d'offres annuels, entre autres, parce que l'AFM Téléthon porte aussi 19 programmes stratégiques d'un financement supérieur à 500 000 euros sur 2 ans. Ces programmes sont à visée clinique, donc la pharmacologie dans l'amyotrophie spinale ou l'alpha-sarcoglycanopathie, c'est pas facile à dire tout ça. Thérapie génique pour la maladie de Hurley et aussi la maladie de Crigler-Najjar. Voilà. Il y a aussi des pôles stratégiques, parce que la FM Téléthon apporte aussi au soutien à des pôles regroupant compétences et moyens pour progresser dans la mise au point des biothérapies et des outils de diagnostic. Alors par exemple, je vous dis vite fait, il y a la MNH Décrypte à Marseille, qui est dirigée par Nicolas Lévy, et il y a aussi l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire qui se trouve dans le Bas-Rhin. Voilà. Voilà, je vous ai dit sur la partie guérir, je vais me souffler un petit peu parce que c'était pas facile à dire tout ça, et il manquera une deuxième émission parce que là ce que je viens de vous dire c'est la partie guérir, c'est-à-dire que la moitié des dons qui sont versés à la FM Téléthon va sur ce que je viens de vous évoquer. Ça paraît compliqué parce que ce sont des termes très cliniques, très médicaux, mais au moins vous savez que c'est du sérieux, vous savez où ça va, c'est pour dans le but de guérir les malades, voilà. Alors ça peut vous paraître un peu compliqué à comprendre, mais ce sont les termes exacts en quoi consistent les 60 millions de l'année dernière et puis sûrement la moitié de vos dons de cette année sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie guérir. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chaque homme est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.